L'invisibilité est un super pouvoir quand on sait s'en servir. Les hommes riches ne considèrent pas les serveuses comme des meubles vivants, des extensions des couverts, présentes mais invisibles au Gilded Lily, le club gastronomique privé le plus exclusif de Chicago. Cette invisibilité m'a permis de rester en vie. Elle m'a également permis de tout voir. La main qui a glissé sur la carafe à vin, la petite fiole cachée entre des doigts manucurés, le reflet violet irisé lorsque la poudre s'est dissoute dans le Bordeaux, un mur 200 $. J'ai compté les grains dans ma tête. 1 seconde, 2 secondes, calculant le dosage exact. Assez pour transformer un PDG en cadavre ambulant. Assez pour piéger un homme dans son propre corps, tandis que son empire brûlait autour de lui. J'aurais dû m'en aller. J'aurais dû remplir les verres d'eau, récupérer mon chèque et rentrer chez moi auprès de ma fille. Mais j'ai regardé Junoo Yoon tendre la main vers ce verre. J'ai regardé ses doigts se refermer sur le pied. Et j'ai pris une décision qui allait détruire tout ce que j'avais construit pour rester dans l'ombre. La pluie de novembre s'abattait sur le loop de Chicago avec une violence telle que les rues se transformaient en rivières et que les taxis aquaplanaient aux intersections. À l'intérieur de Gilded Lily, la froide fureur de la ville ne pouvait atteindre. Ici, dans cette demeure reconvertie d'un magnat des chemins de fer sur East Walker Drive, la chaleur coulait comme du miel sous les lustres en cristal. Des appliques de stal gaz projetaient des ombres ambrées sur les boiseries en acajou. L'air avait le goût de l'argent ancien, du whisky vieilli et des secrets qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. C'était un endroit dangereux pour une fugitive. Mais le Gilded Lily était le seul établissement haut de gamme du quartier qui payait entièrement en espèces et ne vérifiait pas les antécédents numériques. C'était le seul endroit où un fantôme pouvait payer son loyer. Rachel Benjamin poussa les portes battantes de la cuisine. Son plateau était en équilibre grâce à la mémoire musculaire acquise au cours de 3 années passées dans l'invisibilité. La chaleur de la cuisine lui collait à la peau, se mêlant à l'odeur du wagyu grillé et du risotto aux truffes noires. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures noires réglementaires. Mais elle avait appris à compartimenter la douleur, tout comme elle avait appris à compartimenter tout le reste. La survie l'exigeait. Être une mère célibataire, travaillant sous une identité volée, l'exigeait encore plus. À 29, Rachel avait perfectionné l'art de disparaître. Gilet noir boutonné sur une chemise blanche impeccable. Cheveux tirés en un chignon si serré qu'il effaçait toute trace de personnalité. Posture juste assez différente pour signaler son service sans être impolie. Ah, elle se déplaçait dans la salle à manger comme de la fumée, présente quand il le fallait, invisible quand ce n'était pas nécessaire. 3 ans comme ça, 3 ans à porter des assiettes à des hommes qui discutaient de millions devant leurs hors-d'œuvre, tandis qu'elle calculait si elle pouvait payer les frais de la sortie scolaire de sa fille. Mais ce soir-là, c'était différent. Elle ne pouvait pas dire ce qui avait changé dans l'atmosphère de la pièce. Mais son instinct, aiguisé par des années passées à analyser les risques de contamination dans les laboratoires de biotechnologie et à détecter les signes de danger chez les hommes, lui criait de se méfier. Elle avait appris à faire confiance à ce système d'alarme interne. Il lui avait déjà sauvé la vie une fois. Lorsqu'elle s'était enfuie de Helix Corp 30 secondes avant que la sécurité ne vienne l'arrêter pour avoir volé ses propres recherches. Rachel jeta un coup d'œil vers l'entrée principale tout en déposant des assiettes d'huîtres de Kumamoto à la table 6, les mains fermes malgré la tension qui lui nouait les épaules. C'est alors qu'elle l'aperçut. Jun Soo-yeon entra dans le Gilded Lily comme un prédateur suprême pénétrant dans un territoire qui lui appartenait déjà. Il n'avait pas besoin de se présenter. À 34 ans, il se déplaçait avec une économie de mouvement qui suggérait que chaque geste avait été calculé pour un impact maximal. Son costume Tom Ford anthracite lui allait comme une seconde peau, soulignant des épaules qui évoquaient une violence disciplinée et non une vanité de gym. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, dévoilant un visage qui alliait une élégance brutale à quelque chose d'ancien et d'intransigeant. De l'encre remontait le long de son cou sous son col. Des images traditionnelles coréennes qui le caractérisaient à la fois comme un homme de l'ancien monde et comme un homme dangereux. Mais ce sont ses yeux qui coupèrent le souffle à Rachel. Sombre, implacable, toujours calculateur. Ils balayèrent la pièce d'un regard global qui répertoriait les issues, les menaces, les opportunités, le regard de quelqu'un qui avait appris très jeune que survivre signifiait tout voir en premier.
Rachel avait déjà servi des hommes puissants. Chicago en produisait comme une usine. Des sociopathes des fonds spéculatifs, des magouilleurs politiques, des milliardaires de la technologie, toujours grisés par leurs propres mythes. Mais Junoo Yoon occupait une catégorie à part. Elle regarda le matrailler se redresser instinctivement par déférence. Elle regarda le sumier apparaître sans avoir été appelé. Elle regarda la subtile vague de tension parcourir le personnel comme de l'électricité dans l'eau. Ce n'était pas la richesse. Ce n'était même pas l'influence. C'était la peur vêtue d'un costume à 5 000 $. Rachel savait exactement qui il était. Yoon Global, le conglomérat biotechnologique coréen qui était en train d'acquérir Helix Corp. Dans le cadre d'une OPA hostile, elle y avait passé 6 mois à suivre de manière obsessionnelle tous les acteurs de cette fusion, se racle la gorge, tous les cadres susceptibles de reconnaître son visage de son ancienne vie. La photo de Junsu s'était gravée dans sa mémoire pendant ses sessions de recherche paranoïaque. On l'appelait le dragon de l'âme, le plus jeune PDG à avoir jamais transformé des brevets pharmaceutiques en un empire commercial. L'homme dont la société possédait désormais toutes les formules qu'elle avait créées, y compris celles qui pouvaient la détruire. Elle l'observait depuis sa place près du bar, tandis qu'il était escorté vers la salle à manger privée à l'arrière, la salle Vanderbilt, réservée aux clients qui privilégiaient la discrétion à l'ambiance. La salle pouvait accueillir 12 personnes, mais avait été dressée pour 5 ce soir. Rachel avait reçu cette mission 2 heures plus tôt, lorsque Marcus, le directeur de salle, l'avait prise à part avec un sérieux inhabituel. Table numéro 1 ce soir, Rachel. Service impeccable. Discrétion absolue. C'est clair? Elle avait compris. Certaines tables exigeaient plus que du savoir-faire. Elles exigeaient le silence. À présent, alors qu'elle préparait le service du vin et vérifiait une dernière fois le dressage des tables, Rachel s'efforçait de respirer calmement. Sa fille Maya était à la maison avec Madame Rodriguez, la voisine qui la gardait pour un prix que Rachel pouvait à peine se permettre. Maya serait endormie à la fin du service de Rachel, baignée, bercée et bordée par quelqu'un d'autre. Une fois de plus, la culpabilité lui pesait sur la poitrine comme une pierre lourde et inébranlable. Mais la culpabilité était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Chaque heure qu'elle passait ici était une heure de plus vers la lettre d'acceptation, au programme d'infirmière caché dans son appartement. Chaque pourboire allait dans l'enveloppe sous son matelas, s'accumulant lentement pour un avenir où elle pourrait à nouveau utiliser son vrai nom, où elle pourrait être plus qu'un fantôme. Elle devait juste rester invisible, rester silencieuse, rester en sécurité. La salle à manger privée semblait plus petite que ses dimensions réelles. L'intimité était obtenue grâce à un design calculé plutôt qu'à un manque d'espace. Les murs bordeaux absorbaient la lumière du lustre unique, créant des ombres qui s'étendaient dans les coins comme de l'encre renversée. La table pouvait accueillir 12 personnes, mais elle avait été dressée pour 5. Chaque couvert était disposé avec une précision géométrique. Les baies vitrées donnaient sur Wacker Drive, mais de lourds rideaux de velours pouvaient isoler complètement la pièce du monde extérieur. Junsu était assis en bout de table, dos au mur, une position qui lui permettait de voir à la fois l'entrée et les fenêtres. Ses doigts reposaient sur le pied d'un verre d'eau qu'il n'avait pas touché. Et ses yeux suivaient tout avec la concentration patiente de quelqu'un qui avait appris à lire la violence dans les espaces entre les mots. 3 hommes occupaient les autres sièges, leur conversation s'interrompant lorsque Rachel entra. « Bonsoir, messieurs. » Sa voix était parfaitement professionnelle, agréable, sans être chaleureuse, attentive sans être personnalisée. « Puis-je vous proposer du vin pendant que vous attendez votre dernier invité? »« Du vin, » dit l'homme à gauche de Junsu, un cadre quinquagénaire aux cheveux argentés dont le costume sur mesure ne parvenait pas tout à fait à dissimuler la douceur d'une richesse héritée. Vincent Carmichael, d'après la réservation, directeur financier sortant de Helix Corp, le Château Margaux, 2015. Rachel acquiesça et se dirigea vers le comptoir à vin avec une certaine maladresse. Elle sentait leur regard l'évaluer, la rejeter, puis revenir à leur conversation. Tant mieux. L'invisibilité était exactement ce dont elle avait besoin. Alors qu'elle décanta le vin d'une main sûre, leurs voix créèrent une toile de fond à basse fréquence. Des références soigneusement codées au positionnement sur le marché
et à la consolidation stratégique des actifs que toute personne ayant une expérience dans le domaine des biotechnologies reconnaissait comme de la prédation d'entreprises déguisée en langage commercial décontracté. Elle avait déjà entendu ces conversations lorsqu'elle y assistait au lieu de les servir. Elle se moquait de leurs affaires. Elle se souciait de servir le vin, de toucher son salaire, de rentrer chez elle auprès de Maya. Mais quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil à Jun Soo-yeon alors qu'elle remplissait son verre. Il ne participait pas à la conversation. Au lieu de cela, il la regardait avec une intensité qui lui fit serrer imperceptiblement les doigts sur la bouteille. Son expression ne trahissait rien. Ni hostilité, ni intérêt, juste une observation, le genre de regard qui catalogue les détails et les archives pour une utilisation future. Rachel croisa son regard pendant une fraction de seconde avant de détourner les yeux. Son masque professionnel était en place. Elle finit de servir et se retira à son poste près de l'entrée, prête à intervenir, mais invisible. Le dernier invité arriva 17 minutes plus tard. Anthony Adams entra en s'excusant pour les embouteillages, secouant la pluie de son manteau Burberry. La trentaine, il avait l'assurance raffinée de la richesse générationnelle acquise à Harvard Law. Sa poignée de main avec Jun-Soo semblait chaleureuse, presque fraternelle, et il prit place à la droite de Jun-Soo avec une familiarité désinvolte. Désolé d'être en retard. Anthony accepta le verre de vin que Rachel lui servit. La pluie a bloqué le Kennedy jusqu'à O'Hare. Pas de souci. La voix de Jun-Soo était douce, maîtrisée. C'était la première fois que Rachel l'entendait parler. Nous étions justement en train de discuter du calendrier de transition. Rachel retourna à son poste, mais quelque chose la tracassait. Elle ne savait pas exactement quoi. Peut-être le fait que le sourire d'Anthony n'atteignait pas ses yeux, ou la tension subtile dans ses épaules, malgré son attitude décontractée. Ou peut-être était-ce la façon dont la conversation des autres hommes avait changé à son arrivée, devenant en quelque sorte plus théâtrale. Elle repoussa cette pensée. Ce n'était pas son affaire, cela ne la concernait pas. Le dîner se déroula selon la chorégraphie minutieuse d'un repas à un jeu élevé. Rachel apporta les plats, du hamachi crudo, du homard poché au beurre, du faux filet vieilli à sec qui coûtait plus cher que son loyer mensuel. Elle remplit les verres, débarrassa les assiettes, répondit aux demandes avec un professionnalisme efficace. La conversation des hommes coulait autour d'elle comme un bruit de fond, leurs mots glissant sans laisser d'impression. Sauf que Jun Soo-yeon continuait à la regarder. Pas de manière évidente, pas d'une façon que les autres l'auraient remarqué. Et Rachel avait passé des années à lire les signaux subtils. Le changement microscopique de posture qui signifiait que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Le léger mouvement de tête qui indiquait que le client était prêt pour le plat suivant. L'attention que Jun-Soo lui portait était différente, évaluante, presque curieuse. Cela la rendait nerveuse d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer. L'incident s'est produit pendant le plat principal. Rachel remplissait les verres d'eau, se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la table. Elle avait développé un rythme de service efficace mais sans précipitation, présent mais discret. Alors qu'elle tendait la main vers le verre de Jun-Soo, elle remarqua qu'Anthony Adams se penchait au-dessus de la table, mais qu'il ne cherchait rien sur la table. Le mouvement était subtil, pratiqué. Sa main passa au-dessus de la carafe à vin pendant moins de 2 secondes, à peine perceptible. Mais Rachel vit la petite fiole dans sa main, vit l'inclinaison presque imperceptible, alors que quelque chose tombait dans le vin rouge profond avec un scintillement qui lui glaça le sang. Violet, irisé, indubitable. Le visage d'Anony resta impassible. Son autre main désignait un document de fusion étalé sur la table, attirant l'attention de Vincent sur une clause. L'action entière dura peut-être 3 secondes. Le cœur de Rachel s'arrêta de battre. Le temps ralentit jusqu'à devenir aussi épais que du sirop, tandis que son esprit passait en revue toutes les possibilités. Elle pouvait se tromper. Peut-être avait-elle imaginé tout cela. Peut-être était-ce quelque chose d'innocent, un médicament, un complément alimentaire. Mais cette lueur, cette réfraction spécifique au contact de l'oxygène, elle connaissait ce composé. Elle avait passé 8 mois à le perfectionner dans une salle blanche de Alex Karp. Le composé 88, une neurotoxine si précise qu'elle pouvait induire le syndrome d'enfermement. Pleine conscience, aucune fonction motrice, une prison chimique qui transformait le corps humain
en tombeau tandis que l'esprit hurlait à l'intérieur. Et elle regardait Jun Soo-yun tendre la main vers le verre, ses doigts se refermant sur le pied, ses mains ne tremblaient pas tandis qu'elle continuait à faire le tour de la table. Des années de service en tant que serveuse avaient entraîné son corps à bouger en pilote automatique tandis que son esprit calculait frénétiquement. Appeler à l'aide. Pas le temps. Alerter Junsu directement. Cela la mettrait au milieu de quelque chose qui pourrait la détruire. S'en aller. Le laisser boire. Le laisser devenir un cadavre ambulant. Laisser cette guerre d'entreprise se dérouler sans elle. L'image de Maya lui traversa l'esprit. Âgée de 6 ans, il lui manquait les 2 dents de devant. Elle était obsédée par la biologie marine et les histoires avant de s'endormir. Maya qui avait besoin que sa mère soit vivante, invisible et en sécurité. Mais Rachel vit aussi le visage de Junsu. L'être humain sur le point de boire du poison, sans se douter de rien. Son corps prit la décision avant que son esprit conscient ne le comprenne. Alors qu'elle revenait vers Junsu, le coude de Rachel heurta le bord de son verre d'eau. C'était un accident parfaitement exécuté, assez maladroit pour être crédible, assez violent pour que le verre tombe directement sur ses genoux et traverse la table vers le vin. L'eau glacée se déversa sur le costume de Junsu et éclaboussa son verre de vin. Oh mon Dieu, le choc de Rachel était sincère, même si son geste ne l'était pas. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Junsu se leva immédiatement, brossant la glace de ses genoux. La conversation à table s'arrêta net. Vincent éclata de rire, un son retentissant qui brisa la tension. Risque du métier, mon ami. Mais Junsu ne riait pas. Ses yeux sombres fixaient Rachel avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas vraiment de la colère. De la surprise, peut-être, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Ce n'est pas grave, dit-il calmement, d'une voix qui fit taire le rire de Vincent. « Les accidents, ça arrive. Je vais chercher des serviettes, dit Rachel, se dirigeant déjà vers la cuisine. Je vais apporter du linge propre et remplacer votre vin immédiatement. » Dans la cuisine, ses mains tremblaient enfin alors qu'elle attrapait des serviettes. Marcus apparut à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude. Que s'est-il passé? J'ai renversé de l'eau sur la table 1, dit Rachel. Le temps, bien sûr, et Rachel. Luttant pour garder une voix calme, j'ai besoin de nappes propres et d'un nouveau verre à vin. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Sur M. Yun? C'était un accident, dit-elle fermement. Je m'en occupe. Elle revint avec des serviettes et un nouveau couvert, consciente que tous les regards étaient braqués sur elle. Junsu avait repris place, le visage impassible. Encore toutes mes excuses, monsieur, dit-elle en disposant les nappes propres. Je vais vous apporter du vin. Alors qu'elle tendait la main vers le verre souillé, Junsu réagit rapidement et avec précision, lui saisissant le poignet, sans douleur, mais avec suffisamment de fermeté pour l'empêcher de bouger. Rachel se figea, le cœur battant à tout rompre. « Laissez tomber, » dit doucement Junsu, les yeux rivés sur elle. Ce n'était pas une demande. Rachel acquiesça et recula. Elle regarda, le cœur battant, Junsu pousser le verre de vin sur le côté, hors de portée. Puis il reporta son attention sur la table, sur ses affaires, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Rachel le savait. Et à la tension soudaine dans les épaules d'Anthony Adams, au léger tremblement sous son bronzage, il le savait aussi. Le dragon avait vu le poison. Et maintenant, il regardait la femme qu'il avait sauvée, le regard sombre, plein de questions qui pourraient détruire tout ce qu'elle avait construit pour rester cachée. Bon retour, mes cœurs féroces et mes rêveurs de minuit. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous d'être abonné, cliquez sur j'aime et dites-moi d'où vous nous regardez. J'adore voir notre petite famille de romances noires s'étendre à travers les villes, les pays et les fuseaux horaires. Chaque clic, chaque commentaire, chaque marque d'affection que vous laissez ici nous aide à continuer à démêler ensemble ces histoires d'amour dangereuses et ces trahisons aux enjeux élevés. Alors, trouvez un endroit calme, tamisez les lumières et préparez-vous. Commençons. Il y a 3 ans, Rachel Benjamin était quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec un vrai nom, un bureau d'angle et une habilitation de sécurité qui lui donnait accès à des complexes capables de réécrire la neurologie humaine. Quelqu'un qui avait commis l'erreur d'être brillante dans un système qui récompensait le vol plutôt que l'innovation. Mais c'était avant Helix Corp.
Avant la guerre des brevets, avant qu'elle n'emmène sa fille et ne disparaisse dans une pauvreté qui rendait les gens invisibles, avant qu'elle n'apprenne que parfois, la seule façon de survivre aux prédateurs était de devenir une proie, si insignifiante qu'ils oubliaient de vous chasser. Maintenant, cette invisibilité était brisée. La poigne de Jiansu sur son poignet lui brûlait comme un fer rouge alors qu'il la traînait à travers la cuisine. Ce n'était pas douloureux, mais absolu. Ses doigts s'encerclaient en son housse avec un contrôle qui suggérait qu'il savait exactement quelle pression séparait la contrainte de la blessure. Le personnel de cuisine s'écarta comme de l'eau, les yeux soigneusement détournés. Marcus ouvrit la bouche pour protester, vit le visage de Jiansu et la referma. La pluie de novembre les frappa dès qu'ils entrèrent dans la ruelle. Froide et cinglante, elle imprégna le gilet de Rachel en quelques secondes, collant sa chemise blanche à sa peau. Jiansu ne semblait pas le remarquer. Il marcha d'un pas décidé vers un SUV Mercedes noir garé à l'entrée de la ruelle, dont les vitres étaient teintées d'un noir si foncé qu'elles en étaient illégales. La porte arrière s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Pas par Juno, mais par quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui observait. L'instinct de survie de Rachel hurla. Monter dans cette voiture signifiait passer du domaine public au domaine privé, passer de la visibilité à la disparition. Elle enfonça ses talons dans le trottoir mouillé, l'eau s'accumulant autour de ses chaussures bon marché. Jiansu s'arrêta, se retourna et la regarda de ses yeux sombres et inquisiteurs. « Tu peux monter, dit-il calmement, son accent à peine perceptible, son âme polie par des années passées dans des écoles de commerce américaines. Ou je peux te faire monter, à toi de choisir. Je n'ai rien fait de mal. Non. Quelque chose passa dans son expression. Pas tout à fait de l'amusement. Vous avez fait quelque chose de très bien. C'est ça le problème. Il la guida vers le SUV en posant une main dans le creux de son dos. Un geste qui aurait pu sembler courtois à quiconque l'observait. Mais Rachel sentait l'acier sous la civilité. La promesse d'une force en réserve. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de plus sombre. De l'huile pour arme à feu peut-être, ou la signature chimique particulière de quelqu'un qui comprenait intimement la violence. La porte se referma derrière eux avec la lourde finalité d'un plafond de coffre-fort. Le chauffeur ne se retourna pas, ne reconnut pas leur présence, se contentant de s'insérer doucement dans la circulation. La pluie rendait les rues glissantes, reflétant les néons et les phares dans des rivières de lumière. Jiansu était assis en face d'elle sur le siège arrière, suffisamment près pour que leurs genoux se touchent presque dans cet espace confiné. Rachel savait que cette proximité était délibérée. Elle visait à l'intimider, à l'opprimer, à lui faire sentir le poids de son attention. Cela fonctionna. « Qui vous envoie ?» Sa voix était conversationnelle, presque agréable. Cela la rendait encore plus terrifiante. « Personne ne m'envoie. Je travaille là-bas. Je suis serveuse. Vous mentez. » Il le dit sans émotion, comme un simple constat. Les serveuses ne reconnaissent pas les neurotoxines de qualité militaire à vue. Elles ne calculent pas les dosages en 3 secondes. Elles ne commettent pas de sabotage délibéré avec une telle précision. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que Rachel puisse sentir son bout de Cologne. Quelque chose de cher et de propre, avec une note de cèdre. Bon, essayons encore une fois. Qui t'a envoyé et que veulent-ils? Le cœur de Rachel battait à tout rompre, mais elle s'efforça de garder une voix calme. 3 ans passés à se cacher lui avaient appris à mentir. Je n'ai rien saboté. J'ai renversé de l'eau. C'était un accident. Un accident. Les lèvres de Jiansu s'incurvèrent. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Vous avez heurté la table avec suffisamment de force pour renverser un verre, mais pas assez pour déranger un seul document. Vous avez visé le renversement pour contaminer spécifiquement mon vin. Pas le Bordeaux, pas le pichet d'eau, pas les autres verres à portée de main. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de l'entraînement. Merde. Il avait tout vu, il avait catalogué chaque détail pendant qu'elle le croyait distrait. « Je l'ai vu, dit Rachel, changeant de tactique. La vérité, ou du moins une partie. Votre conseiller juridique, je l'ai vu mettre quelque chose dans votre vin. » Jiansu se figea, le genre de immobilité que les prédateurs atteignent avant de frapper. « Qu'avez-vous vu? » Une petite fiole. Il l'a cachée dans sa main et a versé de la poudre dans la carafe pendant que tout le monde était distrait. Elle brillait, violette, irisée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du Rohypnol ou un produit amateur.
C'est un produit synthétique. Et comment le savez-vous? La question planait entre eux, tranchante comme une lame. Rachel pesa le pour et le contre. Si elle mentait, il s'en rendrait compte. Dire la vérité. Et elle s'exposerait à l'homme dont la société la traquait depuis 3 ans. Elle choisit une solution intermédiaire. Je travaillais dans la recherche pharmaceutique. Avant de reconnaître les propriétés réfractives, ce composé est un paralysant. Plus précisément, il induit le syndrome d'enfermement, pleine conscience, aucune fonction motrice. Si vous buvez ça, vous devenez prisonnier de votre propre corps, tandis que quelqu'un d'autre contrôle votre empire. Junsu la fixa pendant 3 battements de cœur. Puis il rit. Le son était sombre, sans humour, et d'une certaine manière plus effrayant que son calme précédent. Impressionnant, dit-il. Vous avez identifié le composé 88 après l'avoir aperçu pendant 3 secondes dans la pénombre. La plupart des toxicologues auraient besoin d'un spectromètre. Il pencha la tête, l'étudiant avec une intensité renouvelée. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? Je l'ai vu aussi. Rachel eut un pincement au cœur. Je savais depuis 6 semaines qu'Anthony était compromis. Je prends des microdoses d'antidote pour renforcer mon immunité. Ce soir, c'était censé être la fin. Je bois le vin empoisonné. Je feins la paralysie. Je vois qui il appelle, puis je les détruis. La voix de Junsu devint douce, mortelle. Mais tu as tout gâché. Tu as renversé mon vin, détruit les preuves et alerté Anthony que je savais. 3 mois de préparation. Tout ça pour rien, parce que tu as décidé de jouer les héros. Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas. Il se pencha en arrière, le cuir craquant sous son poids. Ce qui fait de toi soit quelqu'un d'incroyablement courageux, soit quelqu'un d'incroyablement stupide. Je n'ai pas encore décidé. Ses yeux fixaient les siens, sombres et indéchiffrables. Tu me dois donc une faveur. Tu m'as fait perdre mon traître. Tu vas m'aider à découvrir pour qui il travaille. J'ai une fille. Je ne peux pas disparaître comme ça. Alors tu aurais dû y penser avant de te planter dans ma table. Junou sortit son téléphone et tapa quelque chose avec des mouvements rapides et précis. Ta fille Maya a 6 ans. Elle est chez Madame Rodriguez ce soir. Appartement 4C, immeuble sur Ashland Division. Elle aime la biologie marine et les histoires sur les requins. Il lui manque les dents de devant. Le sang de Rachel se glaça. Comment tu sais ça? Je sais tout sur toutes les personnes présentes dans ce restaurant dès que je décide qu'elles sont importantes. Vous êtes devenue importante à la seconde où vous avez touché mon verre de vin. Il rangea son téléphone dans sa poche. Madame Rodriguez gardera Maya cette nuit. Elle sera payée 3 fois son tarif habituel et on lui dira que vous avez dû faire un double service. Votre fille sera en sécurité, nourrie et endormie à 21 heures. Vous, en revanche, vous venez avec moi jusqu'à ce que nous sachions ce qui va se passer ensuite. Et si je refuse? L'expression de Junsu n'a pas changé, mais quelque chose a basculé entre eux. Une porte s'est refermée. Un choix a été fait. Vous êtes trop intelligent pour refuser, a-t-il dit calmement. Parce que vous savez que je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Vous avez vu Anthony m'empoisonner. Vous m'avez sauvé la vie, que je le veuille ou non. Cela fait de vous un complice. Cela fait de vous un handicap. Et dans mon monde, les handicaps deviennent soit des atouts, soit des problèmes. Il a marqué une pause. Je ne pense pas que tu veuilles être un problème. Pas quand la sécurité de Maya dépend de tes choix judicieux. Ce n'était pas une menace. Les menaces étaient plus bruyantes, plus grossières. C'était une constatation de la réalité, prononcée sur le même ton que celui que l'on utiliserait pour parler de la météo. Rachel regarda les vitres teintées, la ville qui défilait sous la pluie. Elle pensa au rire de Mia, à l'enveloppe sous son matelas, à ses 3 années de fuite. Elle pensa à l'homme en face d'elle, qui avait vu le poison arriver et l'avait bu quand même, qui se déplaçait dans le monde comme la violence incarnée. « Où allons-nous? » demanda-t-elle, la voix calme, malgré la peur. « Mon appartement. Nous allons découvrir qui vous êtes exactement, Dr. Benjamin. Et ensuite, nous déciderons si vous méritez de rester en vie. » Le SUV tourna vers le nord, en direction des tours qui dominaient l'horizon de Chicago. Vers un monde que Rachel avait laissé derrière elle, vers des réponses dont elle n'était pas sûre de vouloir, et en face d'elle, Juno Yun la regardait avec des yeux qui ne manquaient rien, calculait tout et promettait des conséquences qu'elle ne pouvait encore imaginer. Le penthouse occupait tout le dernier étage d'une tour de verre surplombant le lac Michigan.
Les agents de sécurité de Junsu les escortèrent jusqu'à un ascenseur privé qui nécessitait à la fois un scan biométrique et un code d'accès. Le genre de protection redondante qui suggérait une paranoïa née de l'expérience. Les portes s'ouvrirent directement sur son espace. Pas de couloir, pas de zone tampon entre le public et le privé. Rachel entra dans un monde de luxe froid. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la tempête qui faisait rage sur le lac. Des éclairs zébraient l'eau noire. L'intérieur était tout en lignes épurées et en minimalisme brutal. Sol en marbre blanc, meubles noirs, œuvres d'art qui semblaient coûteuses et délibérément inconfortables. Pas de photos, pas de touches personnelles. Une forteresse conçue par quelqu'un qui ne faisait confiance à rien ni à personne. Attendez ici. Juno disparut dans une pièce adjacente, laissant Rachel seule avec un garde de sécurité qui se tenait près de l'ascenseur comme une statue. Un jeune Coréen à la posture rigide issue de son entraînement militaire. Il ne la regardait pas, ne reconnaissait pas sa présence, se contentait de rester là, lui rappelant qu'elle n'était pas libre de partir. Les chaussures mouillées de Rachel crissaient sur le marbre. Sa chemise collait à sa peau, désormais translucide, son soutien-gorge noir visible sous le tissu blanc. Elle croisa les bras sur sa poitrine, frissonnant moins du froid que de la réalité de sa situation. Elle était tombée dans un piège tendu par ses propres bonnes intentions. Junsu revint vêtu différemment, d'un jean noir et d'un pull anthracite qui soulignait l'étendue de ses épaules. Il sécha ses cheveux et les peigna en arrière. Cette tenue décontractée le faisait paraître plus jeune, plus dangereux en quelque sorte. Les tatouages sur son cou étaient désormais entièrement visibles. Des images traditionnelles coréennes qui s'enroulaient autour de sa gorge comme un collier. Des dragons, des pianis et quelque chose qui ressemblait à des flammes. Il lui lança une serviette et un tas de vêtements. Les salles de bain là-bas changent. Nous devons parler et je préférerais que tu ne mouilles pas mon sol. La salle de bain était plus grande que tout l'appartement de Rachel. Carrelage blanc, sol chauffant, douche à effet pluie qui consommait probablement plus d'eau en 1 minute qu'elle n'en utilisait en une semaine. Elle se sécha, retira son uniforme trempé. Les vêtements qu'il lui avait donnés étaient des vêtements pour hommes. Un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement noir, tous deux trop grands. Elle a dû rouler 2 fois la taille pour les maintenir en place. Pas de soutien-gorge, pas de sous-vêtements à sa taille. Elle se sentait exposée, vulnérable. Lorsqu'elle sortit, Junsu se tenait près de la fenêtre, le téléphone à l'oreille, parlant rapidement en coréen. Il lui jeta un coup d'œil, ses yeux passant de ses pieds nus à ses cheveux humides, et quelque chose vacilla dans son expression. Puis il se retourna vers la tempête, terminant sa conversation sur un ton qui suggérait qu'il donnait des ordres, et non qu'il en recevait. Il raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche et se tourna vers elle. « Vous avez dit que vous aviez reconnu le complexe. Prouvez-le. Je vous ai dit ce que c'était. Je ne vous crois pas. » Il s'approcha, chaque pas délibéré. Parce que le complexe que vous avez décrit n'existe dans aucune base de données publique. Il s'agit d'une recherche militaire classifiée. Niveau d'autorisation 5. Moins d'une douzaine de personnes dans le monde ont vu la formule. Donc, soit vous mentez sur ce que vous avez vu, soit vous mentez sur qui vous êtes. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Qu'en est-il, Dr. Benjamin? » Rachel retint son souffle. Il connaissait son vrai nom, pas la fausse identité qu'elle avait utilisée au restaurant. Son vrai nom. « Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis que j'ai passé votre photo dans le système de reconnaissance faciale pendant le trajet en voiture. » Rachel Benjamin, anciennement chimiste en chef à la division des projets spéciaux de Helix Corps, spécialisée en neuropharmacologie, avec un accent particulier sur l'amélioration cognitive et les agents paralysants ciblés. Vous avez disparu il y a 3 ans, 48 heures avant que les enquêteurs fédéraux ne fassent une descente chez Helix pour fraude en matière de brevets, mandat d'arrêt, espionnage industriel, vol de propriété intellectuelle et sabotage industriel. Il fit une pause. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez emporté avec vous lorsque vous vous êtes enfui, car mes experts comptables judiciaires tentent depuis 3 ans de reconstituer ces formules sans y parvenir. Les noces de recherche que vous avez détruites étaient les seules copies existantes. Vous êtes de la chimiste fantôme, celle qui s'est échappée. Votre entreprise a volé mes recherches, dit Rachel d'une voix basse et intense.
Chaque composé que j'ai développé, Helix l'a vendu au plus offrant sans me créditer, sans autre compensation que mon salaire. Ils ont effacé mon nom de toutes les demandes de brevets. Alors oui, j'ai détruit les notes. Oui, je me suis enfui parce que je ne voulais pas les aider à transformer mon travail en arme. Noble. Le ton de Jones suggérait qu'il ne trouvait rien de noble là-dedans. Et stupide. Vous valez 8 chiffres pour moi, Dr. Benjamin, mort ou vif. De préférence vivante, car j'ai besoin que votre cerveau reste intact. Il recula, lui laissant de l'espace pour respirer. Mais voici votre problème. Le vin que vous avez renversé sur ma table. Je dois savoir ce qu'il contenait. Vous prétendez qu'il s'agissait de votre composé 88, mais j'ai besoin d'une preuve. Car si Anthony m'a empoisonné avec quelque chose que vous avez inventé, cela signifie que vous êtes lié à celui qui tente de me faire tomber. Et cela fait de vous soit un atout, soit une menace. L'esprit de Rachel tournait à toute vitesse. Le vin avait disparu, absorbé par le linge et nettoyé par le personnel du restaurant. Il ne restait aucune preuve, à part mon tablier. Il avait éclaboussé mon tablier. Junsu plissa les yeux. Vous en êtes sûr? Je l'ai senti, froid, humide, sur ma hanche. Une partie a éclaboussé mon tablier avant que je ne bouge. Elle croisa son regard. Apportez-moi un équipement de chimie de bain. Des articles ménagers feront l'affaire. Je peux analyser les résidus. Et si vous mentez, si vous gagnez du temps, alors vous le saurez, et vous pourrez faire ce que vous jugez nécessaire. Elle leva le menton. Mais je ne mens pas, j'ai vu ce que j'ai vu. Et si ce composé se trouve dans ma tache de vin, vous aurez votre preuve. Pendant un long moment, Junsu l'étudia. Puis il sortit son téléphone et envoya un SMS. Mon chef a ce dont vous avez besoin. Vous avez 30 minutes. La cuisine était de qualité professionnelle, tout en acier inoxydable et équipée d'appareils électroménagers importés. La chef, une petite femme aux cheveux argentés, avait déjà préparé le nécessaire. Eau de Javel, vinaigre, bicarbonate de soude, peroxyde d'hydrogène, colorant alimentaire, bandelettes de pH et une collection de petits récipients en verre. Elle partit sans un mot lorsque Jansu la congédia. Rachel se tenait debout devant le comptoir en marbre, fixant son tablier taché de vin. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle coupait un morceau de tissu et le déposait dans un plat en verre. Elle sentait le regard de Junsu posé sur elle depuis l'autre côté de l'îlot de cuisine. Il était totalement concentré. Elle travaillait dans silence. Sa mémoire musculaire prenait le relais. Mélanger les réactifs. Contrôler les variables. Observer les réactions. Le composé qu'elle avait inventé il y a 3 ans avait une signature chimique spécifique lorsqu'il était exposé à des agents oxydants. S'il était présent, la solution prendrait une teinte bleue particulière. Bleu cobalt, distinctif et indubitable. Elle ajouta le dernier réactif. Elle attendit. La solution devint verte. Rachel le fixa, l'estomac noué. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La voix de Junsu retentit juste derrière elle. Il s'était approché sans bruit, sa poitrine effleurant presque son dos alors qu'il regardait par-dessus son épaule. Ce n'est pas le composé 88, c'est... Elle refit le test, vérifiant 3 fois son travail. Même résultat, vert, pas bleu. Ce n'est pas un paralysant. C'est un marqueur génétique, un composé de marquage bioluminescent. De qualité militaire, ce qui signifie qu'Anthony n'essayait pas de te paralyser. Il te marquait pour te suivre, probablement par imagerie satellite. Ce composé se lie à l'ADN et fait briller tes cellules sous certaines longueurs d'onde. Quelqu'un pourrait vous suivre partout dans le monde. Elle se tourna vers lui, soudain consciente de sa proximité. Elle pouvait sentir l'odeur propre et chaude de sa peau. Elle pouvait voir les reflets ambrés dans ses yeux sombres. Quelqu'un vient vous chercher, pas pour vous tuer, mais pour vous emmener. Junsu serra les mâchoires. Qui a accès aux marqueurs génétiques? Les agences gouvernementales, les divisions des opérations secrètes, les gens qui font disparaître les problèmes discrètement. Elle marqua une pause. Tu as dit que tu savais qu'Anthony avait été compromis. Tu n'as pas dit par qui. J'ai pensé à de l'espionnage industriel, une entreprise rivale qui essayait de voler la fusion Helix. Ses yeux fixaient les siens. Mais ce n'est pas de l'espionnage industriel, c'est autre chose. Comment l'as-tu reconnu si vite? La différence entre un paralysant et un marqueur? Il se tenait toujours trop près d'elle. Sa présence était écrasante dans l'espace confiné de la cuisine. La plupart des chimistes auraient besoin de plusieurs jours d'analyse.
Le cœur de Rachel battait à tout rompre. C'était le moment. Mentir et maintenir sa couverture ou dire la vérité et s'exposer complètement à l'homme dont la société la traquait. Parce que je les ai inventés tous les deux, dit-elle doucement. Le composé 88 et le marqueur génétique. Ils faisaient partie du même projet de recherche chez Helix, cartographie neuronale et suivi ciblé. Je les ai développés simultanément. Je connais la signature chimique de chaque composé que j'ai créé. Elle soutint son regard. Je ne suis pas seulement la chimiste fantôme que vous recherchez, Jun-Soo. Je suis la scientifique qui a mis au point la moitié des armes biologiques que votre entreprise tente de reproduire, y compris celle qui vient d'être glissée dans votre vin. Le silence s'étira entre eux, tendu et dangereux. Puis Jun-Soo sourit. C'était terrible. Magnifique et prédateur. Eh bien, dit-il doucement, ça devient intéressant. Juno passa 3 coupes de fil à la suite. Son coréen était vif et autoritaire. Rachel comprenait suffisamment la langue pour saisir les mots-clés. Anthony Adams, localisation immédiate, confinement, pas élimination. Il mobilisait son appareil de sécurité, le réseau d'yeux et de ressources qui le rendait dangereux. Quand il eut terminé, il la regarda. Anthony est en fuite. Il a quitté le restaurant 10 minutes après nous. Sa carte de crédit a été utilisée dans une station-service près d'O'Hare. Il essaye de quitter le pays. Vous pouvez suivre ses cartes de crédit. Je peux tout suivre. Il se dirigea vers un ordinateur portable posé sur la table basse. Il l'ouvrit. L'écran affichait une carte de Chicago avec plusieurs points rouges clignotants. Mes hommes sont déjà en route pour l'intercepter. Mais j'ai besoin de vous avec moi. Pourquoi? Parce que vous comprenez la science. Si Anthony m'a balisé, c'est qu'il travaille pour quelqu'un qui a besoin que je reste en vie et traçable. Soit le gouvernement, soit quelque chose de pire. Je dois savoir lequel. Le téléphone de Rachel vibra dans sa poche, le téléphone jetable bon marché qu'elle utilisait en cas d'urgence. Elle le sortit, un SMS de Madame Rodriguez. Maya dort. Tout va bien. Bizarre. Quelqu'un m'a payé un supplément cependant. Elle leva les yeux et vit Jun-Soo qui l'observait. Je tiens mes promesses, dit-il. Votre fille est en sécurité, mais vous resterez avec moi jusqu'à ce que tout soit réglé. Je n'ai jamais accepté cela. Vous avez accepté dès l'instant où vous avez renversé mon vin. Sa voix était douce, ce qui rendait les choses encore pires. Vous êtes impliqué maintenant, Rachel. Que vous le vouliez ou non, ils ont pris une autre voiture cette fois-ci. Une berline Audi noire aux vitres teintées, conduite par un ancien militaire. La pluie s'était transformée en bruine. Les rues de la ville reflétaient les lampadaires et les rubans dorés ondulants. Jun-Soo était assis à côté d'elle à l'arrière, sa cuisse pressée contre la sienne dans cet espace confiné. Il tapait sur son téléphone, coordonnant ses hommes avec l'efficacité de quelqu'un habitué à commander. « Combien de personnes travaillent pour vous? » demanda Rachel. « Assez. » Il ne leva pas les yeux de son téléphone. Yun Global emploie 14 000 personnes dans 6 pays. Mais mon réseau de sécurité personnelle, il est plus petit, plus sélectif, plus illégal, vous voulez dire, hein? Il la regarda alors, un sourcil levé. J'opère dans des zones grises. Mon père m'a appris que la loi est un cadre pour ceux qui n'ont pas les moyens d'écrire leurs propres règles. Son regard se posa sur le sien. Cela vous dérange? Oui, tant mieux. Vous devriez être dérangé. Vous devriez être terrifié. Vous êtes dans une voiture avec un homme qui pourrait vous faire disparaître sans que personne ne pose de questions. Votre instinct de survie devrait vous mettre en alerte. C'est le cas. Alors pourquoi ne vous battez-vous pas? Parce que me battre ne me sauvera pas, pensa Rachel. Parce que les hommes comme vous ne réagissent pas à la résistance, mais à la valeur. Et en ce moment, j'ai de la valeur parce que vous avez besoin de moi, dit-elle à voix haute. Et j'ai besoin de vous pour découvrir qui utilise mes recherches pour vous traquer. Cela nous rend temporairement alliés. Jun-Soo sourit, une expression sincère qui transforma son visage. Intelligent. J'aime les gens intelligents. Ils trouvèrent Anthony Adams dans un parking près du terminal international de l'aéroport O'Hare. Les hommes de Jun-Soo l'avaient encerclé. 3 voitures, 6 hommes, tous vêtus de costumes sombres, qui criaient « sécurité privée ». Anthony se tenait à côté de sa Mercedes, les mains visibles, le visage pâle sous les lumières fluorescentes. Junu sortit de l'Audi avec une grâce mortelle. Rachel le suivait d'un pas. Le parking sentait l'huile de moteur et les gaz d'échappement, chaque son résonnant contre le béton.
Anthony. La voix de Junsu traversa l'espace sur un ton conversationnel. Tu vas quelque part? Anthony déglutit péniblement. Junsu, écoute, je peux t'expliquer. Explique comment tu m'as empoisonné. Explique comment tu as vendu des informations à mes ennemis. Je t'écoute. Junsu s'arrêta à 3 mètres de lui, les mains dans les poches. Détendu. Dangereux. Ce n'est pas que tu penses. Les yeux d'Anthony se posèrent sur les agents de sécurité, calculant ses chances. Je ne suis pas ton ennemi. Non? Alors qui es-tu, la CIA? Anthony le dit comme une confession. Je suis de la CIA. Je suis infiltré dans ton organisation depuis 2 ans. Je surveille tes activités. Le composé de marquage était destiné à te suivre, oui, mais pas pour de l'espionnage industriel. Pour la sécurité nationale, Rachel sentit le monde basculer. L'expression de Junsu ne changea pas. Expliquez votre fusion avec Helix Corp, la biotechnologie que vous acquérez. Quelqu'un dans votre organisation la vend à des entités étrangères hostiles, des composés de qualité militaire, des neurotoxines, des marqueurs génétiques, tout ça. Les services de renseignement pensent que vous êtes soit complice, soit compromis. On m'a ordonné de vous marquer pour déterminer votre implication. J'ai essayé de leur dire que vous étiez victime d'un coup monté. J'avais les journaux montrant les codes de contournement du président, mais mes supérieurs ne m'ont pas écouté. Ils ont ordonné le marquage, ils voulaient voir où vous iriez quand la pression monterait, et vous avez choisi ce soir pour le faire pendant la signature de la fusion, car ce soir, votre président a approuvé une expédition vers Pyongyang. 3 caisses d'armes biologiques neurologiques. Ce n'est pas de l'expansion commerciale. Junsu, c'est de la trahison. Le président, le mentor de Junsu, sa figure paternelle, l'homme qui a bâti Yun Global à partir de rien et qui a formé Junsu pour qu'il hérite de l'Empire. Rachel observa attentivement le visage de Junsu. Elle vit le moment où l'information fit son chemin, vit la trahison vaciller dans ses yeux avant qu'il ne la cache. « Vous mentez, dit Junsu doucement. J'ai des preuves, des transferts financiers, des manifestes d'expédition, des communications entre votre président et des intermédiaires nord-coréens. Il a utilisé votre nom, vos codes d'autorisation. Pour autant que les autorités le sachent, c'est vous qui vendez des armes à des terroristes. » Junsu resta silencieux pendant un long moment. Puis il rit d'un rire amer et froid. « Astucieux, piéger l'air, protège l'héritage. Quand a-t-il commencé? Il y a 6 mois, juste après ton examen médical trimestriel. Mon examen médical. La voix de Junsu devint monocorde. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Anthony jeta un coup d'œil à Rachel, puis il se tourna à nouveau vers Junsu. Tu ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Ton président a tout dissimulé. Le diagnostic, la raison pour laquelle il a insisté pour que tu suives des traitements expérimentaux. Junsu, vous souffrez d'une maladie cérébrale dégénérative héréditaire. Elle en est à un stade précoce, gérable avec un traitement adapté, mais elle est progressive. Votre président vend des armes biologiques à la Corée du Nord. Pas pour l'argent. Il en a déjà beaucoup. Il les échange contre des matières premières, des isotopes synthétiques rares qui sont illégaux en Occident, mais nécessaires au traitement expérimental qu'il met au point. Le silence dans le garage était absolu. Rachel observa le visage de Junsu. Elle vit son contrôle minutieux se fissurer. Elle vit la vulnérabilité sous l'armure. « C'est impossible, dit Junsu, mais sa voix manquait de conviction. Les microdoses que vous prenez ne sont pas un antidote au paralysant. Ce sont des stabilisateurs neuronaux expérimentaux. Votre président vous a convaincu qu'il s'agissait de stimulants immunitaires, mais ils maintiennent l'équilibre chimique de votre cerveau. Sans eux, vous commenceriez à présenter des symptômes en quelques semaines. Perte de mémoire, problème de motricité. À terme, effondrement cognitif total. Junsu porta la main à sa poche où il gardait son pilulier. Rachel l'avait vu en prendre un dans la voiture, un petit geste qu'elle avait considéré comme une habitude. « Depuis combien de temps? » demanda Junsu d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Le président finance la recherche depuis 8 mois. Il est convaincu qu'il peut vous guérir, mais les traitements qu'il poursuit ne sont pas légaux. Ils ne sont pas éthiques et nécessitent des ressources qui n'existent pas sur le marché légal. » Anthony s'avança, les mains levées. « Je ne suis pas votre ennemi, Junsu. C'est votre président.
Il détruit votre réputation, vend des armes à des terroristes et ruine l'éthique de votre entreprise pour vous sauver la vie. Et il se moque de savoir qui mourra dans le processus. Junsu resta figé, digérant l'information. Puis il se tourna vers Rachel. Ce qu'il décrit est-il possible? Rachel passa rapidement en revue les données scientifiques. Les maladies cérébrales dégénératives héréditaires sont rares, mais réelles. Si c'est bien ce que je pense, des stabilisateurs neuronaux ralentiraient la progression. Et oui, des traitements expérimentaux existent, mais ils nécessitent des ressources spécifiques. Des échantillons génétiques, des cellules souches provenant de donneurs présentant des marqueurs immunitaires rares. Elle marqua une pause, l'estomac noué par l'angoisse. Sur quoi exactement le président mène-t-il ses recherches? Anthony sortit une tablette et ouvrit des fichiers. Régénération neuronale exclusive. Les exigences en matière de donneurs sont très spécifiques. Une anomalie génétique rare présente chez moins de 0,01% de la population. Il a racheté Helix Corp spécifiquement pour accéder aux dossiers médicaux et à la base de données génétiques de ses employés. Il recherche un donneur compatible. Rachel sentit son sang se glacer. Elle connaissait cette anomalie génétique. Elle avait subi un test de dépistage lors de son entretien d'embauche chez Helix. Elle avait été négative, mais Maya n'avait pas été testée. « Quelle est cette anomalie? » demanda-t-elle, la voix calme malgré la terreur qui lui serrait la gorge. Anthony lut l'écran. Variante CCR5 Delta 32 avec mutation secondaire POE-epsilon 4. Cette combinaison rend le tissu neural du donneur résistant aux maladies dégénératives. Rachel a terminé et permet que leurs cellules soient prélevées pour une greffe sans rejet. Elle regarda Junsu. Le donneur doit être un enfant. Les cellules adultes ne fonctionnent pas. Comment le savez-vous? Parce que j'ai aidé à développer le protocole. Il y a des années, avant de comprendre à quoi Helix comptait l'utiliser, Juno la fixa du regard, puis regarda le président. Anthony acquiesça lentement. Il en avait trouvé un 3 semaines auparavant. Dans les dossiers des employés de Helix Corp, une ancienne employée en fait, le Dr. Rachel Benjamin. Il regarda Rachel, votre fille. Le monde bascula. La fille de Rachel. Maya avec ses dents manquantes, son amour des requins et son esprit brillant et magnifique. Maya qui portait le sang de Rachel et un don génétique qui la rendait plus précieuse que l'argent. Où est-elle? La voix de Rachel était calme, vide. Le calme avant la violence. Et ça... Junsu lui attrapa le bras. L'appartement de vos voisins. Vous avez dit qu'elle était en sécurité. L'équipe du président s'est déployée il y a 20 minutes. Anthony dit, « J'ai essayé de vous prévenir, mais vous ne répondiez pas au téléphone. Ils sont en train d'extraire l'enfant. » Rachel s'enfuit. Junsu l'attrapa avant qu'elle n'atteigne la sortie du garage, la saisissant fermement par le poignet. « Attends, tu ne peux pas me laisser partir comme ça. » La voix de Rachel était meurtrière, dépouillée de tout sauf de sa rage maternelle. « Lâche-moi ou je te fais mal, tu vas te faire tuer. » Il la tira en arrière, les 2 mains sur ses épaules. La sécurité du président est professionnelle. Tu cours là-bas toute seule. Tu mourras. Et qui sauvera ta fille? Je m'en fiche. Si tu t'en soucies, il la secoua légèrement, la forçant à se concentrer. Tu t'en soucies parce que si tu meurs, Maya n'aura plus personne. Alors, respire, réfléchis et laisse-moi t'aider. Rachel le fixa, la poitrine haletante. Elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension, comme s'il savait ce que c'était que d'avoir tout en jeu. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que le président m'a trahi? Parce qu'il utilise mon entreprise pour faire du trafic d'armes? Parce qu'apparemment, je suis en train de mourir et qu'il ne me l'a pas dit. Junsu serra les mâchoires. Et parce qu'il s'en prend à une enfant. Ton enfant, ça dépasse les limites, même pour moi. Anthony s'approcha prudemment. L'équipe d'extraction est à l'appartement dans ce moment. Si nous agissons vite, nous pouvons les intercepter avant qu'ils ne l'emmènent à l'aéroport. Mais nous devons partir maintenant. Junsu lâcha Rachel qui se dirigeait déjà vers l'Audi. Où l'emmène-t-il? À l'aérodrome privé de Gary, dans l'Indiana, à 40 minutes d'ici. Nous pouvons y être en 20 minutes. Juno ouvrit la portière de la voiture et regarda Rachel. Monte, on va en finir ce soir. Le trajet fut d'un cauchemar de vitesse et de silence. Junsu passa des coups de fil, repositionna ses agents de sécurité et coordonna ses actions avec les contacts d'Anony à la CIA. Rachel était assise, figée sur la banquette arrière,
l'esprit envahi par toutes sortes de scénarios. Tout se terminait par Maya effrayée, seule, emmenée par des inconnus qui la considéraient comme une matière première. Elle repensa au protocole qu'elle avait aidé à mettre au point, le processus de prélèvement neural. Ce n'était pas mortel. Techniquement, il prélevait du liquide céphalorachidien, des échantillons de moelle osseuse et une petite partie des cellules souches neurales du tronc cérébral. Le donneur survivait, mais la procédure était invasive, douloureuse, traumatisante, et Maya n'avait que 6 ans. Parle-moi du président, dit Rachel d'une voix distante. Junsu lui jeta un coup d'œil. Que veux-tu savoir? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi risquerait-il tout? Parce qu'il m'aime, Junu répondit simplement. Il m'a élevé après la mort de mes parents. Il m'a appris tout ce que je sais sur les affaires, sur la survie. Il a bâti Yun Global et il m'a bâti. Pour lui, je ne suis pas seulement son protégé. Je suis son fils, son héritier, et il sacrifierait un enfant pour te sauver. Apparemment, sa voix était empreinte d'amertume. J'ai toujours su qu'il était impitoyable. Je ne savais pas qu'il était un monstre. Il y a une différence. Juno la regarda longuement. Je pense que tu connais la différence. Tu m'as sauvé la vie ce soir. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu aurais pu t'en aller, mais tu ne l'as pas fait. C'est la différence entre être impitoyable et être monstrueux. Les impitoyables protègent ce qui leur appartient. Les monstres se moquent de ce qu'ils détruisent. Ils arrivèrent au siège social de Yun Global. Une tour de verre dans le loop, 60 étages d'acier et d'ambition. L'ascenseur privé de Junsu les conduisit directement à l'étage réservé aux cadres, où se trouvait le bureau du président. La confrontation eut lieu dans une salle de réunion conçue pour intimider. Des baies vitrées donnaient sur la ville. La pluie continuait de tomber contre le verre. Une longue table en acajou dominait la pièce. Des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs, et le président était assis en bout de table. Lee Sang-min avait plus de 70 ans, mais l'âge ne l'avait pas adouci. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, son visage semblait sculpté dans la pierre, son regard était vif et calculateur. Il portait un costume 3 pièces semblable à une armure, les mains calmement posées sur la table lorsque Junsu et Rachel entrèrent. Junu. La voix du président était chaleureuse, paternelle. Je ne vous attendais pas ce soir. Qui est votre invité? Le docteur Rachel Benjamin, la chimiste fantôme que vous recherchez. Juno s'approcha de la table et se tint face à son mentor et à la mère de l'enfant qu'il venait de faire kidnapper. L'expression du président resta impassible. Ce sont des mots forts. Avez-vous des preuves? J'ai Anthony Adams en détention. Il chante comme un opéra. Armes, ventes, recherche illégale, trafic d'êtres humains, tout cela autorisé sous mon nom, en utilisant mes codes d'accès. Juno se pencha en avant, les mains à plat sur la table. Vous m'avez piégé. Vous détruisez tout ce que nous avons construit. Je vous sauve la vie, dit calmement le président, comme s'il énonçait un fait. Il vous reste moins de 2 ans avant que la maladie ne devienne symptomatique. 5 ans avant l'effondrement cognitif. Je ne vais pas vous regarder mourir, Junsu. Je ne le ferai pas. Alors, vous kidnappez des enfants, vous vendez des armes aux terroristes. Je fais ce qui est nécessaire, dit le président en se levant. Allez vers les fenêtres. Tu es jeune. Tu ne comprends pas encore ce que signifie aimer quelqu'un plus que sa propre âme. Les regarder mourir et savoir que tu as les moyens de les sauver, mais que les lois de la société t'en empêchent. Je ne suis pas lié par leur moralité. Junsu, je suis lié par mon amour pour toi. Où est-elle? La voix de Rachel transperça la pièce comme une lame. Où est-ce ma fille? Le président se retourna et la regarda avec le détachement de quelqu'un qui évalue du bétail. L'enfant est en train d'être préparé pour le transport. L'intervention est prévue pour demain matin. Elle survivra. Vous la récupérerez. Vous pensez que je vais vous laisser opérer le cerveau de ma fille? Je pense que vous n'avez pas le choix. Le président retourna s'asseoir et joignit les doigts. Je contrôle ce bâtiment, cette entreprise, les infrastructures de cette ville. Vous êtes une fugitive recherchée par la justice. Junsu est un homme mourant qui a besoin d'un traitement. L'enfant possède le matériel génétique qui peut le sauver. C'est simple à comprendre. Elle a 6 ans, dit Rachel, la voix tremblante de rage. Et elle aura 7 ans, 8 ans. Elle grandira, vivra une vie bien remplie. L'intervention est peu invasive. Elle ressentira un certain inconfort,
mais les enfants sont résistants. Le ton du président était raisonnable, comme s'il discutait d'un inconvénient mineur. Comparé à la vie de Junsu, c'est un prix acceptable. Junsu restait silencieux, le visage impassible. Rachel l'observait, attendant qu'il parle, qu'il défende sa fille, qu'il montre qu'il était différent de ce monstre qui l'avait élevé. Non, dit finalement Junsu. Le mot tomba comme un coup de marteau. Le président cligna des yeux. Excusez-moi, dis-je. Non, vous allez libérer l'enfant. Vous allez mettre fin à la recherche et vous allez vous livrer aux autorités fédérales. Junsu, vous ne réfléchissez pas clairement. Je réfléchis clairement pour la première fois depuis des mois. La voix de Junsu était calme. Vous m'avez drogué, vous m'avez menti. Vous avez utilisé mon entreprise pour commettre des atrocités. Tu dis que tu m'aimes. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. C'est du contrôle. Il se redressa. Je ne veux pas vivre si cela coûte le traumatisme d'un enfant. Je ne veux pas de ton remède s'il faut pour cela devenir le genre d'homme qui détruit l'innocence. Tu mourras. Alors je mourrai aussi, mais je mourrai en tant que moi-même, pas en tant que ta marionnette. Le visage du président se durcit. Tu es ingrate? Il appuya sur un bouton sur le bureau. Sécurité. Retenez-les. Les portes s'ouvrirent. 4 hommes entrèrent. Armés, professionnels, Juno ne bougea pas. Tu vas vraiment faire ça? Je te sauve la vie, même si je dois te sauver de toi-même. L'esprit de Rachel tournait à toute vitesse. 4 hommes armés, une seule sortie, aucune arme. Le calcul était brutal. Mais il y avait toujours une autre équation, une autre variable. Vous faites une erreur, dit-elle au président. La procédure que vous prévoyez ne fonctionnera pas. J'ai les meilleurs scientifiques. Vous avez des scientifiques qui font des suppositions. J'ai conçu le protocole. Je sais pourquoi il échoue. Elle s'approcha de la table, calculatrice et calme. Le matériel génétique se dégrade pendant l'extraction. Vous avez besoin d'un donneur vivant, connecté en permanence. Vous ne pouvez pas simplement prélever et transplanter. Vous devrez garder Maya connectée à Junsu pendant des semaines, voire des mois. Est-ce vraiment ce que vous voulez, transformer un enfant en appareil médical? Le président plissa les yeux. Vous mentez, n'est-ce que bon? Vérifiez vos recherches. Vérifiez les taux d'échec. Tous les essais se sont soldés par le rejet du donneur ou la psychose du receveur. Parce que vous ne transplantez pas seulement des cellules, vous transplantez des schémas neuronaux, des souvenirs, une identité. Si vous effectuez cette procédure, Junsu ne sera plus Junsu. Il sera un hybride, en partie lui-même, en partie une fillette de 6 ans. Elle laissa le temps à ses paroles de faire leur effet. Est-ce que le fils que vous voulez sauver? Ou voulez-vous simplement posséder quelque chose? Le silence s'éternisa. Le président la fixa du regard, calculateur. Elle dit de la vérité. Anthony Adams entra dans la pièce, accompagné de 3 agents fédéraux. Nous avons suivi vos recherches. Tous les sujets testés sont morts ou sont devenus fous. La procédure ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Vous poursuivez un remède fantôme. Le président regarda Junsu, Rachel, puis les agents qui l'entouraient désormais. Vous allez mourir, dit-il à Junsu, la voix brisée. Sans traitement, vous allez mourir. Alors je mourrai en tant qu'humain, répondit doucement Juno. Où est l'enfant? Le président s'effondra. Puis la façade d'acier s'écroula, ne laissant qu'un vieil homme qui avait tout perdu. À l'aérodrome, murmura-t-il. Hangar 7, ils sont en train de la charger. Junsu attrapa la main de Rachel. Allons-y. Ils coururent. Les pales de l'hélicoptère battaient dans l'air nocturne. Un tonnerre rythmique qui noyait les pensées. Junsu pilotait avec la précision de quelqu'un qui avait appris à voler avant d'apprendre à faire confiance. Et Rachel était assise à côté de lui dans le siège du copilote, les jointures blanchies contre le harnais de sécurité. En dessous d'eux, les lumières de Chicago laissaient place à l'étalement industriel de Gary. Dans l'Indiana, un paysage de rouille et d'abandon ponctué par quelques usines encore en activité. La voix d'Anony crépita dans le casque. Le hangar 7 est le 3e bâtiment à partir du nord. 2 véhicules dans le parking. Les signatures thermiques indiquent 4 personnes à l'intérieur, dont une enfant. Armée. La voix de Junsu était calme, concentrée. On peut le supposer, mais ce sont des agents de sécurité d'entreprise, pas des militaires. Ils ne tireront pas à moins d'être acculés. Bien. Junsu ajusta leur approche, faisant descendre rapidement l'hélicoptère.
Parce que je suis sur le point de les acculer. Ils atterrirent sur le parking avec suffisamment de force pour fissurer l'asphalte. Le projecteur de l'hélicoptère inonda l'entrée du hangar. Juno coupa le moteur et sortit avant que les pales ne cessent de tourner. Rachel le suivit immédiatement. La porte du hangar était verrouillée par un cadenas en acier. Juno sortit son téléphone et tapa quelque chose. Le cadenas s'ouvrit dans un clic. Des codes de déverrouillage, expliqua-t-il. Je suis propriétaire de cet aérodrome. L'intérieur était caverneux et froid. Un jet privé était garé sur le béton. Les escaliers étaient déployés, les moteurs en train de chauffer. 4 hommes en costume sombre se tenaient près de l'avion et, entre eux, tenant la main, se trouvait Maya. Elle avait l'air si petite, si effrayée. Son sac à dos Disney pendait à une épaule. Elle serrait contre sa poitrine son requin en peluche préféré. Quand elle a vu Rachel, son visage s'est décomposé. Maman. Rachel s'est mise à courir. Elle ne réfléchit pas, ne calcula pas. Elle courut simplement, réduisant la distance qui la séparait de sa fille à toute vitesse. Les hommes s'interposèrent, mais Junsu fut plus rapide. Il n'attaqua pas, ne menaça pas. Il se plaça simplement entre eux et Rachel. Sa présence formait un mur. « Retirez-vous, dit-il calmement. C'est fini, Monsieur Yun. Le président a donné son autorisation. Le président est sous le coup d'une arrestation fédérale et je vous donne le choix. Partez maintenant ou je détruirai vos vies financièrement, légalement, professionnellement. Toutes vos options sur action, tous vos fonds de retraite, toutes vos références disparaîtront. » La voix de Junsu était douce mais mortelle. « Ou bien vous partez et demain vous vous réveillerez avec une indemnité de départ qui vous permettra de vivre confortablement pour le reste de votre vie. Aucune question ne sera posée, aucune accusation ne sera portée. » Les hommes se regardèrent Maya, regardèrent Junsu. Ils s'éloignèrent. Rachel tomba à genoux et serra Mia dans ses bras. Sa fille sentait le shampoing à la fraise et la sueur de la peur, et Rachel enfouit son visage dans les cheveux de Mia et trembla sous l'effet du soulagement. « Je croyais que tu ne viendrais pas, » murmura Mia. « Ils ont dit que tu les avais envoyés me chercher, mais ils faisaient peur, maman. Ils ne souriaient pas, n'est-ce pas? Je sais, ma chérie, je sais. Je suis tellement désolé. » Rachel s'écarta et vérifia que sa fille n'était pas blessée. « Ils t'ont fait mal? » »« Non, ils m'ont juste fait peur. » Les yeux de Maya étaient écarquillés, remplis de larmes. « On peut rentrer à la maison? » ?»« Oui. Oui, on peut rentrer à la maison. » Juno se tenait à proximité, les observant avec une expression que Rachel ne parvenait pas à déchiffrer. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il détourna le regard, leur laissant leur intimité. Anthony arriva 10 minutes plus tard avec des agents fédéraux et la police de Chicago. Ils sécurisèrent les lieux, recueillirent les témoignages et interrogèrent l'équipe de sécurité. Le président allait être poursuivi pour trafic d'êtres humains, détention d'armes illégales, vente illicite et fraude d'entreprise. Yun Global survivrait, mais de justesse. Il faudrait des années pour surmonter le scandale. Pendant tout ce temps, Rachel serra Maya dans ses bras, refusant de la lâcher. Une fois les interrogatoires officiels terminés, Junsu s'approcha d'eux. Il se déplaçait avec précaution, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé, et s'agenouilla à la hauteur de Mia. « Bonjour, dit-il doucement. Je m'appelle Junsu. Je suis un ami de vos mamans. » Maya l'observa avec la franchise brutale des enfants. « Tu as des images sur ton cou. »« Oui, on appelle ça des tatouages. Est-ce que ça fait mal quand on les fait? » ?»« Oui. Mais après, ils font partie de toi. » Maman a une cicatrice sur le bras. Elle dit « Les cicatrices racontent des histoires. » Junsu sourit, un vrai sourire qui transforma son visage. « Ta maman est très intelligente. Les cicatrices racontent des histoires. Elles nous disent que nous avons survécu à quelque chose de difficile. » Maya réfléchit à cela, puis elle lui tendit son requin en peluche. « Voici Bruce. Il me protège des mauvais rêves. » « Bruce est très féroce, » dit Junsu sérieusement en acceptant le requin. « Est-ce qu'il me protégera aussi? »« Peut-être, si tu es gentil avec ma maman. » Les yeux de Junsu croisèrent ceux de Rachel par-dessus la tête de Ma. « Je vais essayer. » Ils rentrèrent à Chicago dans l'un des véhicules fédéraux. Maya dormait sur la banquette arrière, la tête posée sur les genoux de Rachel. Junsu était assis à l'avant, silencieux,
regardant fixement l'obscurité qui précédait l'aube. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Rachel à voix basse. Maintenant, il va falloir limiter les dégâts, passer des auditions au Congrès et probablement faire l'objet d'une enquête criminelle pour mon implication. La voix de Junsu était fatiguée. Je vais probablement perdre l'entreprise. Je vais certainement perdre la fusion. Tout ce que j'ai construit. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ce n'est pas vous qui avez causé cela. C'est moi. En faisant confiance à la mauvaise personne, en ne posant pas les questions que j'aurais dû poser, dit-il après une pause, et en méritant d'être sauvé, apparemment, du moins aux yeux du président. L'êtes-vous? Demanda Rachel. En train de mourir? Oui, répondit-il simplement. Le diagnostic est réel. Maladie neurodégénérative héréditaire, progressive, mortelle. Il me reste peut-être 3 ans avant que les symptômes ne s'aggravent, et il n'y a pas de traitement, pas de vrai traitement. Tout ce que le président a trouvé était expérimental, contraire à l'éthique ou impossible. J'étais mort dès l'instant où j'ai hérité de l'ADN de mon père. Il se tourna pour la regarder, mais je préfère mourir en étant moi-même plutôt que de vivre comme un monstre. Aide-moi à me souvenir qu'ils sont retournés à l'appartement de Junsu alors que le soleil se levait sur le lac Michigan, peignant le ciel de nuances de rose et or. Les agents fédéraux ont sécurisé le bâtiment, mais Junsu les a convaincus de laisser Rachel et Mia se reposer avant de les interroger officiellement. Mia s'est réveillée juste assez longtemps pour manger des céréales et s'est endormie dans la chambre d'amis, entourée d'oreillers qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de Rachel. Elle s'est rendormie en quelques minutes, épuisée par la peur et le soulagement. Rachel a trouvé Junsu sur le balcon, en train de regarder le lever du soleil. Elle se traîne à ses côtés en silence, l'air matinal froid contre sa peau. Les noces de recherche, dit-elle enfin, celles que j'ai détruites quand je me suis enfui d'Helix, j'ai des copies de sauvegarde. Junsu la regarda d'un air sévère. Quoi? Je les ai cryptées, cachées dans un stockage distribué. Je ne voulais pas laisser Helix transformer mon travail en arme, mais je ne voulais pas non plus le laisser disparaître. C'était des années de ma vie, mon héritage. Elle croisa son regard. Il n'y a pas de remède à ta maladie dans ces notes. Mais il existe des traitements légitimes, qui pourraient ralentir la progression de la maladie, te faire gagner du temps, peut-être des décennies. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu as choisi ma fille plutôt que ta propre vie. Parce que tu es en train de mourir et que tu as encore des raisons de vivre. Elle fit une pause. Et parce que peut-être qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose de bien avec ces recherches. Quelque chose qui ne soit ni une arme ni une exploitation. Quelque chose qui aide réellement les gens. Junu la fixa longuement. Puis il sourit, d'un sourire triste et sincère. Vous proposez de me sauver après tout ce que j'ai fait. Je propose d'essayer. Je ne peux rien garantir, mais je suis une bonne chimiste. Et vous êtes un homme bon qui a fait de mauvais choix dans des circonstances impossibles. Cela vaut la peine d'être sauvé. Que voulez-vous en échange? La sécurité, de vraies identités pour Maya et moi. Assez d'argent pour ne plus jamais avoir à choisir entre ma fille et ma survie. Elle soutint son regard. Et un laboratoire. Un vrai où je pourrais travailler sans avoir à regarder derrière moi. Marché conclu. Junu tendit la main. Partenaire. Rachel lui serra la main. Sa peau était chaude, cailleuse à cause d'un travail qu'elle ne pouvait imaginer. Partenaire. Ils restèrent debout ensemble, tandis que le soleil montait dans le ciel, chassant la nuit. Derrière eux, la ville se réveillait. Devant eux, un avenir incertain. Mais pour la première fois en 3 ans, Rachel ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. L'enquête fédérale dura plusieurs semaines. Rachel et Mia furent placés en détention préventive, dans un refuge situé dans la banlieue d'Evanston, où des agents se relayaient pour monter la garde. L'endroit était confortable, stérile et étouffant. Maya s'adapta mieux que Rachel ne l'avait prévu. Les enfants sont résilients, ils se remettent des traumatismes à une vitesse qui rend les adultes jaloux et honteux. La situation de Junsu était plus compliquée. Le conseil d'administration de Yun Global avait voté sa suspension pendant l'enquête. Les médias se sont déchaînés sur le scandale. Le mentor du PDG coréen arrêté pour trafic d'armes biologiques potentiellement complice. Les avocats de Junu ont travaillé d'arrache-pied, mais le mal était fait. Sa réputation, soigneusement construite pendant une décennie, s'est effondrée en quelques jours.
Il appelait Rachel tous les soirs pour de brèves conversations sans importance. Comment allait Maya? Rachel avait-elle bien dormi? Avait-elle besoin de quelque chose? Les questions étaient banales, mais elles cachaient quelque chose de plus profond. Une connexion forgée dans la crise, mise à l'épreuve par la séparation, mais sa voix devenait plus rauque à chaque appel. Il avait jeté les pilules stabilisatrices du président le soir de l'arrestation, refusant de continuer à les prendre maintenant qu'il savait qu'elles étaient financées par le trafic d'enfants. Sans elles, les tremblements avaient déjà commencé. Le 17e jour, Anthony Adams rendit visite à leur refuge. « C'est fini », dit-il en s'installant dans le canapé fourni par le gouvernement. Le président a tout avoué. Coopération totale, Junsu est innocent, aucune accusation. Le conseil d'administration de la société votera demain sur sa réintégration. Rachel ressentit du soulagement et autre chose, de la déception, peut-être parce que tout était fini, qu'ils allaient revenir à la normale. Et nous, les mandats, rejetés. Les accusations de vol de brevets ont été déposées par Helix Corp, sur ordre du président. Avec lui en détention et la société sous une nouvelle direction, ils ont tout retiré. Vous êtes libre, Doc Benjamin. Vous et Maya êtes tous les deux libres. Ces mots auraient dû être synonymes de victoire. Au lieu de cela, elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, ne sachant pas si elle devait avancer ou reculer. Cette nuit-là, Junsu vint lui-même à la maison sécurisée. Il était tard, minuit passé, et Rachel n'arrivait pas à dormir. Elle était assise dans la cuisine, buvant du thé et lisant les formulaires scolaires de Maya lorsqu'il frappa à la porte. Les agents le laissèrent entrer sans poser de questions. Il avait été contrôlé, vérifié, approuvé. « Vous n'arriviez pas à dormir non plus ?» demanda-t-il, debout dans l'embrasure de la porte comme s'il avait peur d'entrer sans y être invité. « Apparemment non. » Elle lui indiqua la chaise en face d'elle. Du thé. Ils s'assirent ensemble dans la cuisine silencieuse, buvant un thé qui avait le goût du carton. Le silence était agréable, intime d'une manière qui n'avait rien à voir avec les mots. « J'ai démissionné », dit finalement Juna. Rachel leva brusquement les yeux. « Quoi? De Yun Global. Avec effet immédiat, j'ai recommandé mon directeur général comme PDG par intérim. Le conseil d'administration va ratifier cette décision demain. » Junsu, tu ne peux pas. Je peux. Je l'ai fait. Il posa sa tasse. Je dirige cette entreprise depuis l'âge de 23 ans. Je l'ai construite, défendue. J'ai tout sacrifié pour elle. Et pourquoi? Pour passer mes 3 dernières années dans des salles de réunion et des conférences téléphoniques, mourant à petit feu pendant que les avocats se disputaient des brevets. Il secoua la tête. Je ne veux pas de ça. Je veux autre chose. Que veux-tu? Il la regarda. Il la regarda vraiment, ses yeux sombres et intenses. Je veux construire quelque chose qui compte avec quelqu'un qui comprend ce que cela coûte. Il fit une pause. Je veux te proposer un partenariat, un vrai, un laboratoire, un financement, une autonomie totale. Nous prenons tes recherches, les applications légitimes, et nous développons des traitements qui aident réellement les gens. Pas d'armes, pas d'exploitation, juste la science au service de la guérison. Le cœur de Rachel battait à tout rompre. C'est un risque énorme. Ma réputation est... Votre réputation est celle d'une brillante chimiste qui a refusé que ses travaux soient utilisés à des fins militaires. C'est exactement la réputation dont j'ai besoin. Il se pencha en avant. J'ai de l'argent, Rachel. Plus que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. J'ai des relations, des infrastructures, des ressources. Ce que je n'ai pas, c'est un but. Vous pouvez me donner cela, et je peux vous donner la liberté de travailler sans crainte. Il ne s'agit pas seulement de science, dit-elle doucement, reconnaissant ce qu'aucun d'eux n'avait nommé. Non. La voix de Junsu était rauque. Il ne s'agit pas seulement de science. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas que cela s'arrête. Ce que nous sommes en train de construire. Rachel pensa à Maya qui dormait à l'étage. Elle pensa aux 3 années passées à fuir, à se cacher, à avoir peur. Elle pensa au visage de Junsu lorsqu'il avait choisi sa fille plutôt que son propre remède. « Où ?» demanda-t-elle. « Quoi? Où serait ce laboratoire? Où vous voulez, nous pouvons le construire à partir de zéro. Chicago, Seattle, Austin, n'importe où vous vous sentez en sécurité. Je veux être près de bonnes écoles. » L'éducation de Maya est importante. Junsu sourit. « D'accord. Autre chose? »
Je veux avoir le dernier mot sur toutes les orientations de la recherche. Pas de surveillance du conseil d'administration, pas d'investisseurs faisant pression pour privilégier le profit au détriment de l'éthique. D'accord? Et je veux un contrat qui protège Maya. Si quelque chose m'arrive, elle sera prise en charge. Fonds pour l'université, fonds fiduciaire, tout est déjà prêt. Mon avocat l'a envoyé hier. Il sortit son téléphone, lui montra le document, révisé par un avocat indépendant. Maya est protégée à vie, quoi qu'il arrive à l'un de nous deux. Rachel a lu le contrat, son œil exercé repérant les protections juridiques, les clauses échappatoires destinées à empêcher toute exploitation. C'était généreux, trop généreux. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi tout cela? Juno a posé son téléphone, étendu le bras par-dessus la table et a pris sa main dans la sienne. Ce contact était électrique, dangereux, car 6 semaines auparavant, une femme que je ne connaissais pas s'était jetée entre moi et la mort. Elle avait toutes les raisons de s'en aller, de rester invisible, de se protéger. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi d'être vue. Elle a choisi de me sauver. Son pouce effleura ses jointures. Je suis en train de mourir, Rachel. Il me reste 3 ans, peut-être moins. Je ne veux pas les passer seul. Je ne veux pas les passer à bâtir des empires que je ne verrai jamais achever. Je veux les passer avec quelqu'un qui comprend ce que signifie tout risquer pour quelque chose qui compte. Je ne vais pas te regarder mourir et passer à autre chose, dit Rachel, la voix brisée. Je vais essayer de te sauver. Je vais mettre toutes mes connaissances au service de ton état jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui fonctionne ou que je sois à court de temps. C'est ce à quoi tu t'engages. Je sais. Le sourire de Junsu était triste. Magnifique. C'est exactement ce à quoi je m'engage. Ils restèrent assis là, les mains jointes sur la table de cuisine bon marché, l'avenir incertain et terrifiant, mais d'une certaine manière plein de possibilités. Puis le téléphone de Junsu vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression changea. Nous devons partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Le président s'est échappé de la garde fédérale il y a 20 minutes. Il pense qu'il vient d'ici. Le monde bascula. Comment? Ses avocats l'ont fait transférer dans un établissement médical à sécurité minimale en raison de son problème cardiaque. Il s'est enfui pendant le changement d'équipe. Junsu était déjà en mouvement, la tirant vers les escaliers. Nous devons aller chercher Maya et partir. Les agents se sont rassemblés tandis que Rachel courait vers la chambre. Maya dormait, blottie contre son requin en peluche. Rachel la prit dans ses bras et Mia se réveilla, confuse et effrayée. « Maman, nous partons à l'aventure, ma chérie, tout de suite. » « N'aie pas peur, Junsu coordonnait les agents. Sa voix était aiguë et autoritaire. « Le point d'extraction est Grant Park. Un hélicoptère nous attend. Le courant a été coupé. La maison était plongée dans le noir. Les lumières de secours se sont allumées après un délai de 2 secondes. Dans cet instant d'obscurité, Rachel l'a entendu. Le bruit des appareils électroniques qui s'éteignaient. Le clic des serrures magnétiques qui se déverrouillaient. Intelligent. Juno marmonna d'un air sombre. Il avait coupé le courant. Les protocoles de sécurité fédéraux obligeaient les serrures magnétiques à se déverrouiller en cas de coupure de courant afin que les gens ne soient pas piégés. Il est simplement entré. Ils se sont dirigés vers le garage, mais la porte ne s'ouvrait pas. Les serrures électroniques étaient défaillantes. Ils étaient piégés. Junsu a entraîné Rachel et Maya dans la salle de bain intérieure, l'endroit le plus facile à défendre dans la maison. Les agents ont pris position à l'extérieur, armes à la main. « Combien de temps avant l'arrivée des renforts ?» a demandé Rachel. « 10 minutes. Il n'en faut que 5, parce que le président connaissait cette maison. Il avait probablement conçu lui-même les protocoles de sécurité. » Ils attendirent dans le noir. Maya se blottit entre eux, silencieuse et tremblante. Rachel pouvait entendre les battements rapides et réguliers du cœur de Junsu. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, la tension dans ses muscles. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'est ma faute. Il vient pour moi. » « Non, il vient pour nous tous, pour son héritage. » Rachel serra Mia plus fort contre elle, mais il ne l'aura pas. La porte de la salle de bain explosa vers l'intérieur. Pas avec de la force, mais avec du gaz. Un brouillard chimique blanc qui piquait les yeux et la gorge. Le président était venu préparer. Junsu tendit une serviette mouillée à Rachel. « Couvrez le visage de Maya. » Ne respirez pas. Ils trébuchèrent dans le couloir, aveuglés, suffocants. Le président était là,
silhouetté contre l'éclairage de secours. Il avait l'air vieux, brisé et absolument déterminé. « Juno, dit-il, la voix cassée, je peux encore vous sauver. Venez avec moi. Laissez-moi terminer ce que j'ai commencé. Vous avez commencé à faire du trafic d'enfants. » La voix de Junsu était rauque à cause du gaz. « Vous avez commencé à détruire tout ce que j'ai construit. J'ai commencé à essayer de vous sauver la vie. » Le président s'approcha. « Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir et vous êtes trop fier pour accepter de l'aide. Mais je ne vous laisserai pas mourir. Je ne le ferai pas. Alors tu devras me tirer dessus, car je ne viendrai pas avec toi. » Le président leva son arme. Il ne visait pas Junsu, mais Rachel. Si elle a les recherches, elle peut synthétiser le traitement. Donne-la-moi ou je la tue et je prends de l'enfant quand même. Le temps ralentit. Rachel vit dans les yeux de Junsu. Elle y vit le calcul. Elle le vit peser sa vie contre sa liberté. Elle vit le moment où il l'a choisi. Junsu s'interposa entre elle et le pistolet. « Non, vous me voulez, prenez-moi, mais laissez-les tranquilles. Juno. » Rachel attrapa son bras. « Faites sortir Maya, » dit-il calmement. « C'est un ordre, Dr. Benjamin. » L'hélicoptère arriva avant que Rachel n'ait pu protester. Les agents fédéraux se repoussèrent à travers la lucarne. Agissant avec une précision militaire, ils maîtrisèrent le président, l'arrêtèrent et l'emmenèrent, tandis qu'il criait qu'il fallait sauver son fils. Junsu s'est effondré dès que la menace a disparu, son état de santé aggravé par le stress. Ils l'ont transporté d'urgence au Northwestern Memorial, où les médecins l'ont stabilisé, mais ont confirmé ce que tout le monde savait déjà. La maladie dégénérative s'accélérait. Il lui restait moins de temps que tout le monde ne le pensait. Rachel se tenait près de son lit d'hôpital, Maya endormie dans le fauteuil à côté d'elle, et a pris une décision. « Je vais t'emmener dans un endroit sûr, dit-elle lorsque Junsu se réveilla. Un endroit où le président ne pourra pas nous atteindre, où je pourrai travailler sans être dérangé, et je n'accepterai pas de refus. » Junsu sourit faiblement. « Où? Dans ma maison sécurisée, celle que j'ai construite il y a 3 ans lorsque je me suis enfui, celle dont personne ne connaît l'existence. Tu me fais confiance pour ça? » « Oui. » Rachel lui prit la main. « Je te ferai confiance pour tout. » La maison sécurisée était un fort reconverti situé sur la côte du Michigan, à 3 heures au nord de Chicago. Rachel l'avait acheté il y a des années sous le nom d'une société écran, y investissant le reste de ses économies légitimes avant de s'enfuir. Il était resté vide pendant 3 ans, un actif gelé qu'elle ne pouvait ni vendre ni visiter sans déclencher les alertes financières qui mèneraient Alex directement à elle. La structure était en pierre et en acier, construite pour résister aux grandes tempêtes du lac, suffisamment isolée pour que les voisins se mesurent en kilomètres plutôt qu'en mètres. Junsu était stable, mais faible lorsqu'ils arrivèrent. Maya bavardait nerveusement sur la banquette arrière, parlant de l'océan, des requins et se demandant si les phares étaient hantés. Les agents fédéraux les avaient escortés jusqu'à la limite de la propriété, puis s'étaient retirés. Le président était de retour en sécurité maximale, les astuces de son avocat ayant été épuisées. Ils étaient en sécurité pour l'instant. L'intérieur du phare était dépouillé, les meubles recouverts de draps, les fenêtres donnant sur une eau grise qui s'étendait à l'horizon. Rachel l'avait approvisionné il y a des années avec des denrées non périssables et des fournitures de base, sans jamais imaginer qu'elle y reviendrait avec un homme mourant et une fille terrifiée. Elle installa Maya dans la chambre à l'étage avec sa tablette et des collations, lui faisant promettre de rester sur place et de crier si elle avait besoin de quoi que ce soit. Puis elle redescendit et trouva Junsu debout près des fenêtres, son reflet fantomatique dans la vitre. « C'est magnifique, dit-il doucement. Solitaire, mais magnifique. C'était censé être temporaire, un endroit où se cacher jusqu'à ce que je sache quoi faire ensuite. » Rachel se tenait à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. « Je n'aurais jamais pensé amener quelqu'un ici. Je suis honoré. » Il se tourna vers elle, le visage marqué par la fatigue. « Et je suis désolé pour tout ça. Pour le président, pour t'avoir entraîné dans mon cauchemar. Tu ne m'as pas entraîné. J'ai sauté. » Elle croisa son regard. « Et je le referai. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. La main de Junsu trouva la sienne. Ses doigts s'entrelacèrent avec une intimité à la fois naturelle et terrifiante. « Je dois installer un laboratoire, » dit Rachel, sans se retirer.
Analysez vos analyses sanguines, examinez les recherches du président, voir ce qui peut être sauvé. Mais j'ai déjà commandé l'équipement dont j'ai besoin. Juno sortit son téléphone de sa main libre et lui montra une liste. Centrifugeuse de qualité médicale, spectromètre, stockage réfrigéré, tout l'équipement de base. Arrivée prévue demain. Je suis peut-être en train de mourir, mais je suis toujours riche. Tu n'es pas en train de mourir. Rachel lui serra la main. Pas si j'ai mon mot à dire. Ils passèrent la soirée à rendre le phare habitable. Junsu bougeait lentement, son état sapant ses forces, mais il insistait pour aider. Ils découvrirent les meubles, aérèrent les pièces, préparèrent le dîner à partir des provisions d'urgence. Mia les aida. Son énergie de fillette de 6 ans apportait une touche de gaieté dans cette atmosphère tendue. Après que Mia se fut endormie, Rachel et Junsu s'assirent dans la pièce principale du phare, devant le feu qui crépitait dans la cheminée en pierre. La pluie avait recommencé à tomber, tambourinant contre les fenêtres dans un rythme qui ressemblait presque à de la musique. « Parle-moi du père de ta fille », dit Juna d'une voix prudente. Rachel resta silencieuse pendant un moment. C'était une erreur. Un collègue chez Helix, brillant, charmant, marié. J'étais jeune et stupide et je pensais que nous avions quelque chose de vrai. Quand je suis tombée enceinte, il a voulu que j'avorte. J'ai refusé. Il a coupé tout contact. Elle fixait le feu. Maya ne le connaît pas. Elle me pose parfois des questions. Mais je lui dis la vérité. Certaines personnes ne sont pas faites pour être parents. Et ce n'est pas grave, car je suis faite pour être suffisante pour nous deux. Tu es plus que suffisante. Junsu se rapprocha, réduisant l'espace entre eux. Elle a de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance. Elle m'a sauvé. Quand je me suis enfui d'Helix, quand tout s'est effondré, elle était ma raison de continuer, de ne pas abandonner. Rachel le regarda. Et toi? Tu as des enfants cachés quelque part? Non, je n'ai jamais voulu mettre un enfant au monde. Trop dangereux, trop risqué. Son regard se posa sur le sien. Je me suis dit que c'était une question de pragmatisme. Mais peut-être avais-je simplement peur de m'attacher autant à quelqu'un. Et maintenant, je suis en train de mourir, donc ça n'a plus d'importance. Mais la façon dont il le dit, la façon dont son pouce effleura ses jointures, suggérait que cela avait beaucoup d'importance. Rachel se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. Il était chaud, solide, réel. Il passa son bras autour d'elle, la serrant contre sa poitrine, où elle pouvait entendre son cœur battre. Régulier, fort, vivant. « Je pensais ce que j'ai dit, » murmura-t-elle. « Je vais te sauver. Et si tu n'y arrives pas, je te tiendrai la main pendant que le monde s'écroule. Et je ne te laisserai pas avoir peur. » Junsu leva son autre main et inclina son visage vers le sien. Ses yeux sombres cherchèrent les siens, posant une question sans mots. Rachel répondit en réduisant la distance entre eux, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui avait le goût de la fumée, du désespoir et de l'espoir. Ce n'était pas doux. C'était 3 semaines de tension, de peur et d'attirance refoulée qui s'écrasaient les unes contre les autres. La main de Junsu glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête alors qu'il approfondissait le baiser. Les doigts de Rachel trouvèrent les boutons de sa chemise, ayant besoin de sentir sa peau pour confirmer qu'il était réel, là, vivant. Il interrompit le baiser, haletant. « Rachel, je suis en train de mourir. Tu ne devrais pas. Ne me dis pas ce que je devrais ou ne devrais pas vouloir. » Sa voix était féroce. « Je te veux. Je veux ça. Je veux tout le temps que nous avons, même si c'est mesuré en mois plutôt qu'en années. Tu mérites mieux qu'un homme mourant. Je mérite de faire mes propres choix, et je te choisis. » Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Maintenant, tais-toi et emmène-moi à l'étage avant que je change d'avis. » Junsu rit, d'un rire rauque et sincère. Il se leva, l'entraînant avec lui, et ils montèrent l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre principale. La pièce était petite, dominée par un lit avec vue sur le lac. La pluie ruisselait sur les fenêtres, la tempête gagnant en intensité. Ils se déshabillèrent lentement, avec révérence. Rachel suivit du doigt les tatouages sur la poitrine et les bras de Junsu. Des dragons, des pianos et des caractères coréens. Elle ne savait pas les lire. Chacun racontait une histoire, marquait un moment. Son corps était mince, fort, magnifique dans la pénombre. Les mains de Junsu sur elle étaient douces, adoratrices. Il suivit les courbes de son corps avec ses doigts, puis ses lèvres.
Il s'arrêta sur une cicatrice à son épaule. Une brûlure chimique datant de ses années de laboratoire. Une cicatrice de guerre, murmura-t-elle. Magnifique. Il l'embrassa, puis descendit plus bas. Ils s'unirent avec une tendresse désespérée. Deux personnes qui avaient survécu à trop de choses pour prendre quoi que ce soit pour acquis. Le monde extérieur disparut. Pas de président, pas de maladie, pas de peur, juste leur peau, leur souffle et la connexion électrique entre eux. Après, ils restèrent enlacés, écoutant la pluie. Les doigts de Junsu dessinaient des motifs sur son épaule, son souffle chaud contre son cou. « Je t'aime, dit-il doucement. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai besoin que tu le saches. » Avant que le temps ne s'écoule, Rachel se tourna vers lui, sa main caressant sa joue. « Je t'aime aussi, et nous aurons plus de temps, je te le promets. » Mais alors qu'elle s'endormait, blottie dans ses bras, elle ne pouvait se défaire de la crainte que certaines promesses soient impossibles à tenir. Le lendemain matin, Rachel se réveilla et trouva Junsu inconscient, non pas endormi, mais inconscient, sa respiration superficielle et rapide, sa peau moite de sueur. Elle vérifia son pouls, le sentit battre de manière irrégulière et la panique lui serra la gorge. Maya. Elle attrapa son téléphone et composa le 911 avec des mains tremblantes. Maya, je veux que tu restes dans ta chambre, d'accord? Ne descends pas. Les ambulanciers arrivèrent en moins de 20 minutes et chargèrent Junsu dans l'ambulance. Rachel l'accompagna, lui tenant la main, lui murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Maya était assise, petite et effrayée, sur le siège d'appoint de l'ambulance, serrant son requin en peluche. À l'hôpital, les médecins confirmèrent ce que Rachel savait déjà. L'état de Junsu se détériorait plus rapidement que prévu. Le stress des dernières semaines avait accéléré la neurodégénérescence. Sans traitement agressif, il lui restait quelques semaines, voire quelques jours. Il existe un essai clinique, dit le neurologue en prenant Rachel à part. Une thérapie à base de cellules souches combinée à des protocoles de régénération neuronale. C'est risqué, cela n'a pas été prouvé, mais c'est la seule option. La méthode du président reposait sur un pont biologique continu. Barbare et dangereux, expliqua le médecin. Mais en utilisant le pont synthétique décrit dans vos notes cryptées, Dr. Benjamin, nous pouvons obtenir le même résultat avec un simple prélèvement de cellules souches. Aucune connexion continue n'est nécessaire. Faites-le, dit Rachel sans hésiter. Cela nécessite un donneur compatible. Les marqueurs génétiques sont extrêmement rares. Testez-moi. Testez Maya. Testez tout le monde. La voix de Rachel était ferme. Quoi qu'il en coûte, les résultats des tests sont arrivés en quelques heures. Rachel n'était pas compatible. Mais Maya l'était. Son anomalie génétique, la même que celle que le président recherchait, faisait d'elle la donneuse parfaite. La procédure n'était pas le cauchemar que le président avait prévu. Elle était approuvée par la FDA éthique et ne nécessitait qu'un petit échantillon de moelle osseuse. Maya ressentirait une gêne, mais subirait aucun dommage durable. Cependant, elle devrait tout de même subir une anesthésie et affronter la douleur. Rachel s'agenouilla devant sa fille et lui prit les mains. « Ma chérie, j'ai quelque chose de très important à te demander. Junsu est très malade. Il a besoin de cellules spéciales provenant de ton corps pour guérir. Les médecins devront pratiquer une petite intervention. Cela fera un peu mal, mais tu seras endormi, et quand tu te réveilleras, tu auras contribué à lui sauver la vie. » Elle fit une pause. « Mais c'est toi qui décides. C'est ton corps, c'est ton choix, et quelle que soit ta décision, je t'aime. » D'accord. Maya regarda sa mère avec ses yeux incroyablement sages de fillette de 6 ans. « Est-ce que ça le sauvera? Comme tu l'as sauvé au restaurant? » « Oui, ma chérie, ça pourrait le sauver, alors je veux le faire. Junsu est gentil, et il te fait sourire. » Maya serra les mains de sa mère. En plus, il a dit que je pourrais donner à sa prochaine entreprise le nom d'un requin. Je veux m'assurer qu'il tiendra sa promesse. Rachel serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » L'intervention était prévue pour le lendemain matin. Rachel resta auprès de Junsu toute la nuit, le regardant dormir dans la chambre d'hôpital stérile. Elle travailla sur son ordinateur portable, analysant ses analyses sanguines, examinant des articles de recherche, élaborant des protocoles de traitement pour l'après-greffe. Junsu se réveilla à l'aube, les yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. « Maya est d'accord, dit Rachel doucement. La greffe aura lieu ce matin. » Le visage de Junsu se crispa.
Je ne peux pas la laisser faire. Elle le veut et l'intervention est sûre, approuvée par la FDA. Le risque est minime. Elle sera mal à l'aise pendant quelques jours, mais elle ira bien. Rachel lui prit la main. Laisse-la te sauver, Jun-Soo. Laisse-nous te sauver. Il l'attira vers lui et l'embrassa sur le front. Je ne mérite ni toi ni elle. Dommage. Tu es coincé avec nous. La greffe a duré 3 heures. Rachel les a passés dans la salle d'attente du bloc opératoire, à boire du mauvais café et à faire des allers-retours incessants. Des agents fédéraux s'étaient postés à l'extérieur. La tentative d'évasion du président les avait rendus paranoïaques. Les avocats de Jun-Soo allaient et venaient, gérant la tempête médiatique qui avait éclaté lorsque la nouvelle de son hospitalisation avait été rendue publique. Lorsque le chirurgien est enfin sorti, le cœur de Rachel s'est arrêté. Les 2 interventions se sont parfaitement déroulées. Docteur, a dit Martinez en retirant son bonnet chirurgical. Maya est en salle de réveil, elle demande du jus. Le corps de Jun-Soo réagit déjà positivement aux cellules souches. Il faudra des semaines pour savoir si le traitement fonctionne à long terme, mais les premiers signes sont excellents. Les jambes de Rachel se sont dérobées sous elle. Elle s'est assise lourdement sur une chaise de la salle d'attente. Le soulagement l'envahit si intensément qu'elle en avait mal. Je peux les voir? Maya d'abord, elle te demande. Sa fille était petite et pâle dans le lit de la salle de réveil, mais ses yeux étaient brillants. Maman, ils m'ont donné du bon jus, celui avec des bulles. Rachel embrassa son front, ses joues, son nez. Tu es si courageuse, tellement courageuse. Ça a marché? Jun-Soo va s'en sortir? Les médecins le pensent. Cela prendra du temps, mais oui, il va s'en sortir. Grâce à Yu-Hung, sans qu'ils aient besoin de le dire. Jun-Soo était aux soins intensifs, toujours sous sédatif, mais stable. Rachel se tenait près de son lit, observant les moniteurs qui surveillaient ses signes vitaux. Elle pensait à l'homme qui était entré au Gilded Lily 6 semaines plus tôt. Dangereux, contrôlé, mourant. Et elle pensait à l'homme qu'il était devenu. Vulnérable, féroce, digne d'être sauvé. La convalescence fut brutale. Jun-Soo passa 2 semaines à l'hôpital, luttant contre les complications post-transplantation. Rachel emménagea dans sa chambre, travaillant sur un ordinateur portable dans un coin, coordonnant les efforts avec l'équipe médicale. Maya lui rendait visite tous les jours, lui apportant des dessins, des histoires et une quantité infinie d'informations sur les requins. Le président fut condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive dans un établissement de sécurité maximale, sans possibilité de libération conditionnelle. Le conseil d'administration de Yun Global vota à l'unanimité pour le démettre de toute implication future dans l'entreprise. Anthony Adams témoigna au procès, sa couverture à la CIA compromise, mais la conscience tranquille. Juno a démissionné de son poste de PDG, transférant la direction à son directeur des opérations. Il a conservé la majorité des actions, mais s'est retiré des opérations quotidiennes. Certains ont qualifié cela de faiblesse. Rachel a qualifié cela de sagesse. 6 mois plus tard, il se trouvait dans un entrepôt rénové à Ann Arbor, dans le Michigan, le nouveau siège de Nexus Bioethics, leur coentreprise. Le laboratoire était à la pointe de la technologie, financé par les actifs liquidés de Jun-Soo et la propriété intellectuelle récupérée par Rachel. Ils avaient réuni une équipe de chercheurs déterminés à développer des traitements sans exploitation, à faire progresser la science sans la militariser. L'inauguration fut modeste et privée. Maya coupa le ruban avec des ciseaux surdimensionnés, souriant aux caméras, les dents écartées. Les régulateurs fédéraux visitèrent les installations et donnèrent leur accord. La nouvelle direction de Helix Corps envoya un message de félicitations et une subvention importante. Ce soir-là, ils retournèrent au phare. C'était devenu leur maison. Maya s'inscrivit à l'école primaire locale. Rachel se rendait au laboratoire 3 jours par semaine. Juno travaillait à distance. L'isolement leur convenait. La paix les apaisait. Rachel préparait le dîner, tandis que Jun-Soo aidait Ma à faire ses devoirs à la table de la cuisine. La scène était si domestique, si normale, qu'elle en avait le cœur serré. C'était pour cela qu'elle s'était battue. Ce calme, cette sécurité, cette famille qu'elle avait construite à partir des décombres de son ancienne vie. Après que Maya se soit couchée, Juno a ouvert une bouteille de vin. Le même millésime que celui de cette nuit au Gilded Lily, un Château Margaux 2015. Il a versé 2 verres et en a tendu un à Rachel.
Elle l'a pris et a observé le liquide rouge foncé. Devrais-je m'inquiéter? Toujours. Les yeux de Junsu brillaient, mais pas ce soir. Rachel a fait tourner le vin dans son verre et a humé son bouquet. Des tanins, du chêne, des fruits, aucune note métallique. Pas de reflet, juste du vin. Elle prit une gorgée, la laissa rouler sur sa langue. Sûr, murmura-t-elle en lui tendant le verre. Junsu but, sans le quitter des yeux. Lorsqu'il reposa le verre, il sourit. Un vrai sourire, celui qui transformait son visage dangereux en un visage ravageur. Merci, dit-il, pour tout. Pour m'avoir vu, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir donné une raison de vouloir vivre. Merci de m'avoir laissé faire. Rachel s'approcha, sa main cherchant la sienne. Pour m'avoir confié ta vie, ton avenir, notre avenir. Juno sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit pour révéler une bague. Simple, élégante, un diamant serti dans du platine. Épouse-moi. Pas parce que je suis en train de mourir. Les médecins disent que je suis en rémission complète. Épouse-moi parce que je ne peux pas imaginer me réveiller sans toi. Parce que Maya mérite un père présent. Parce que je t'aime plus que je ne pensais pouvoir aimer quoi que ce soit. Rachel fixa la bague, les larmes brouillant sa vision. Elle pensa à la femme qu'elle était 6 mois auparavant. Invisible, effrayée, fuyant, et elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Visible, courageuse, construisant quelque chose qui comptait. Oui, murmura-t-elle. Oui, je veux t'épouser. Junsu glissa la bague à son doigt, l'attira vers lui pour l'embrasser, un baiser qui avait le goût du vin, des promesses et de l'avenir pour lequel il s'était battu si durement. Dehors, le faisceau du phare balayait les eaux sombres, guidant les navires vers leur port d'attache. Plus tard, ils se tinrent sur le balcon du phare, émitouflés dans des couvertures pour se protéger du froid de novembre. Le lac était calme ce soir-là. Les étoiles se reflétaient à sa surface comme des diamants éparpillés. « As-tu déjà regretté, demanda Junsu, d'avoir renversé ce vin, de m'avoir sauvé de tout ce qui a suivi? » Rachel se blottit contre lui, son bras solide autour de ses épaules. Elle repensa à la terreur, au danger, au moment où elle avait été certaine qu'il perdrait tout. Et elle repensa au rire de Maya, au laboratoire qu'ils avaient construit, à l'homme à ses côtés qui avait choisi l'amour plutôt que la mort. « Pas une seule seconde, répondit-elle. Tu méritais d'être sauvé, tout comme toi. » Junsu embrassa le sommet de sa tête. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Sous leurs pieds, le faisceau du phare continuait sa rotation éternelle. Un avertissement, une promesse, une lumière dans l'obscurité pour tous ceux qui avaient le courage de s'en approcher. Et à l'intérieur, Maya dormait, rêvant de requins et de science, et d'un avenir suffisamment radieux pour chasser toutes les ombres. Si vous avez aimé l'alchimie entre la chimiste et le dragon, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, restez dangereux, restez curieux, et n'oubliez pas que parfois, les histoires d'amour les plus puissantes commencent par un simple acte de courage.